nous allons démarrer le webinaire, donc un premier webinaire des rendez-vous régionaux du travail social porté par le CRTS de Bretagne. Et donc, nous démarrons avec 6 minutes de retard. Nous nous en excusons. C'est une première, donc nous nous adaptons à la technique. Tout d'abord, je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Véronique Mehner, chargée de promotion communication à l'ITES et pilote des rendez-vous régionaux du travail social. Ces rendez-vous s'inscrivent dans une structure d'animation régionale portée par le Comité régional du travail social de Bretagne et je suis l'animatrice de ce premier webinaire. Ce webinaire a pour objectif de vous présenter les résultats de l'enquête lancée par le CRTS de Bretagne du 5 au 26 octobre 2020 et qui s'intitule « Proximité-distance, les effets Covid-19 sur la relation professionnelle-usager, une enquête auprès des professionnels du travail social ». La thématique de ce webinaire rencontre l'actualité sanitaire du moment qui, à nouveau, remet en question la relation professionnelle-usager dans le contexte Covid-19. Voici comment va s'organiser ce webinaire. Nous sommes ensemble pour 2 heures, nous terminerons à midi. Tout d'abord, une introduction de Roland Janvier, président du CRTS de Bretagne, qui nous présentera les travaux du CRTS et l'objet qui nous réunit aujourd'hui. Puis, Valérie Janson et Jordi Stéphan, chargés de recherche à Ascoria, nous présenterons les résultats de l'enquête qu'ils ont menée et à laquelle vous êtes certainement plusieurs à avoir répondu. Nous avons invité Jean-François Gaspard comme discutant. Jean-François Gaspard est responsable du CERIAS, Centre d'études et de recherche en ingénierie et action sociale à la Haute École Louvain en Hainaut et Haute École Namur-Liège, Luxembourg. Jean-François Gaspard est également membre associé du Centre européen de sociologie et de sciences politiques à Paris. Ses travaux de recherche portent sur les professionnels du travail social et notamment sur l'engagement des travailleurs sociaux. Viendra ensuite le temps des échanges. Nous y consacrerons 40 minutes. Vous pourrez réagir sur les points présentés, poser les questions. Nous privilégierons les questions et les réactions écrites. Vous avez un bouton questions-réponses en bas de votre écran. C'est cet espace qui va vous servir à communiquer avec nous. Donc, inutile d'utiliser les fonctions lever la main et chat. C'est seulement l'espace questions-réponses qui va être utilisé pour poser vos questions. Nous ne répondrons pas en direct, nous ne répondrons pas directement par écrit aux questions. Elles seront, dans la mesure du possible, regroupées par thème. Je lirai les questions à haute voix pour servir les échanges. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire. En effet, vous êtes 400 participants. Du fait du temps imparti, toutes les questions pourraient ne pas être traitées. Cependant, nous exploiterons les moments clés de ce webinaire, vos remarques et questions dans la suite des travaux du CRTS. Dans cet objectif, nous enregistrons ce webinaire. Si vous souhaitez, dans le temps des questions-réponses, vous présenter et nous dire la place de laquelle vous intervenez pour que ces éléments soient relayés à l'ensemble des participants, sachez que ces éléments sont enregistrés. Dernière précision, pour des questions de lisibilité, vos micros et caméras sont automatiquement coupés. Je laisse maintenant la parole à Roland Janvier, président du CRTS de Bretagne. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que nous sommes très nombreux pour ce webinaire puisque nous comptions près de 400 inscrits au départ, ce qui montre l'intérêt que vous portez les uns et les autres, soit aux travaux du comité régional du travail social de Bretagne, soit aux rendez-vous régionaux du travail social, soit au thème de notre rendez-vous d'aujourd'hui, proximité-distance, l'effet Covid-19 sur les relations professionnelles usagées, soit aux 3. Vous portez intérêt aux 3 de ces points d'entrée possibles dans ce webinaire. Mais en tout état de cause, nous vous remercions d'être là et pour ces 2 heures d'échange que nous espérons très riches et fructueuses.
Un mot d'abord du CRTS de Bretagne, créé il y a 12 ans à l'initiative des centres de formation de travail social de la région Bretagne, du Conseil régional de Bretagne, de la direction régionale de la cohésion sociale à l'époque, c'était sa dénomination. C'est une plateforme de concertation et d'expertise sociale en Bretagne qui mène en fait une mission de veille, de diagnostic et de prospective, associant tous les acteurs du travail social breton, les pouvoirs publics, les départements, l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'éducation nationale, etc. Je ne les cite pas tous, les employeurs, les grandes fédérations du secteur, les groupements professionnels, les associations et bien sûr les organismes de formation. Cette instance CRTS, relativement informelle, était originale lors de sa création. Elle s'inscrit maintenant dans le réseau des comités locaux du travail social et du développement social, les CLTS, qui assurent en fait l'ancrage territorial du Haut Conseil du travail social. Le CRTS ouvre d'ailleurs un chantier qui va s'ouvrir dans les mois qui viennent, qui a été ralenti, retardé par la crise sanitaire, pour développer justement l'implantation locale de CLTS en Bretagne. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir. Le CRTS œuvre en fait à la reconnaissance de ce travail de fond que réalisent des femmes et des hommes qui tissent parfois de façon trop peu visible, trop discrètement ou pas suffisamment relayée dans les médias, qui tissent les liens qui participent à la construction d'une société plus inclusive. Les thèmes que le CRTS a mis au travail ces dernières années se révèlent aujourd'hui d'une actualité particulière en ce temps de crise que nous connaissons. Je cite les derniers rapports qui ont été produits, les derniers groupes de travail qui ont travaillé sur des thématiques. En 2015, le CRTS rendait un rapport sur les nécessaires évolutions des formations sociales. Travail qui avait été demandé à l'initiative des 4 présidents des conseils départementaux de Bretagne. En 2019, nous avons rendu un travail sur les usages numériques dans l'accompagnement social et éducatif, travail qui continue à être diffusé aujourd'hui par un film que vous pouvez trouver sur le site du CRTS de Bretagne, travail aussi qui va faire l'objet d'une diffusion sous forme de facilitation graphique des conclusions, et puis bien sûr un rapport, à chaque fois nous avons un rapport. Plus que jamais, le CRTS doit promouvoir un discours sur le travail social au sein des solidarités. Le secrétariat du CRTS, et là je dois remercier particulièrement mes co-secrétaires, Patricia Adam et Marion Bozek, et aussi Yvette Molina pour le travail de soutien qu'elle apporte. Le CRTS a essayé de rester en veille, ne pouvant se réunir du fait de la situation depuis fin 2019. Nous avons cependant tenté d'être présents sur les enjeux de la pandémie. Nous avons notamment diffusé un communiqué de presse de soutien aux travailleurs sociaux et 2 newsletters publiés en juin et en octobre. Et il était de notre responsabilité, je crois, de poursuivre la mission en s'intéressant aux impacts de la crise sanitaire et de la Covid. Un mot sur les rendez-vous régionaux du travail social. Véronique Mener, qui les pilote, vient d'en parler un petit peu. Ils étaient jusque-là portés depuis 2005 par la plateforme Aphoris Bretagne, c'est-à-dire les centres de formation en travail social de Bretagne. Ils proposent un temps de réflexion, de débat interdisciplinaire à partir des recherches en cours du secteur social pour animer les milieux professionnels, faire évoluer les compétences, perfectionner les savoir-faire. En fait, ces rendez-vous régionaux du travail social reposent sur l'articulation et la coopération entre les sites de formation et les terrains d'action professionnelle. Régulièrement, ils proposaient 3-4 fois par an des conférences interactives à partir des 4 sites de formation de travail social, en visioconférence entre les amphis Brest, Lorient, Rennes et Saint-Brieuc. Avec plus de 25 000 participants depuis leur création, ce dispositif a fait la preuve de sa pertinence. Dans les concertations qui sont en cours en vue de la réorganisation, de la refondation, de la reconfiguration du CRTS dans ce nouveau contexte, Aphoris a proposé que les rendez-vous régionaux du travail social soient portés par le comité régional du travail social dans un partenariat entre Aphoris et le CRTS. C'est un partenariat fructueux donc, qui s'ouvre aujourd'hui avec ce premier rendez-vous. C'est aussi une nouveauté d'ailleurs que de proposer ces rendez-vous régionaux du travail social sous forme de webinaire. Contraintes sanitaires finalement nous portent à innover et à ouvrir peut-être de nouvelles voies pour demain. Revenons maintenant, si vous voulez bien, rapidement sur le thème de ce webinaire. L'enquête qui a été menée, proximité-distance, les effets Covid-19 sur la relation professionnelle usagée.
En fait, on a constaté que de nombreuses investigations ont été, sont ou seront encore conduites sur ce thème-là. Cependant, il nous est apparu que les échos de la crise dans le travail social, échos parfois discrets, parfois plus tapageurs, mais toujours posant problème, ne révélaient finalement pas tout à fait objectivement ce qu'était l'investissement silencieux des professionnels de terrain dans l'accompagnement des bénéficiaires, en mobilisant notamment de nouveaux supports dans des contextes relationnels assez inédits finalement, et c'est là que l'enquête va nous intéresser. C'est pourquoi on a eu cette idée de cette enquête qui a été rendue possible grâce au support du service recherche d'Ascoria. Cette enquête, dont Jordi Stéphan et Valérie Janson vont nous présenter les résultats, est basée en fait sur les ressentis des professionnels, tous métiers confondus. Nous sommes satisfaits du nombre de répondants puisque nous avons eu près de 560 réponses, ce qui nous permet d'exploiter un échantillon assez significatif de réponses. Les premiers résultats de cette enquête vont être présentés là et le diaporama qui servira de support va être mis à votre disposition dès aujourd'hui sur le site du CRTS de Bretagne. En fait, on dispose là d'éléments consistants qui permettent de mettre en débat les conclusions que nous en tirons, conclusions qui restent provisoires, qui sont à verser à toutes les contributions. Et vous savez peut-être que le Haut Conseil du travail social a eu commande par le ministère d'un rapport sur les effets de la crise sur le travail social. Nous souhaitons continuer à confronter nos constats avec un certain nombre de partenaires. On a pensé par exemple de pouvoir donc aujourd'hui le confronter avec un groupe très significatif de participants à ce webinaire, mais aussi avec les salariés, dont les syndicats salariés, aux usagers du travail social, et nous allons mettre en place les moyens d'ouvrir des débats à partir de nos conclusions. Débats qui vont être alimentés par un rapport, puisque cette enquête va faire l'objet d'un rapport qui sera mis à disposition lui aussi sur le site du CRTS dans les semaines qui viennent. Mais dès aujourd'hui, on le met en débat avec vous, ce rapport, et on va profiter également des éclairages de Jean-François Gaspard, qui nous fait l'amitié de venir jouer ce rôle de grand témoin et de discutant dans un premier temps avant de lancer le débat avec vous. Et donc, merci d'être là. Je laisse la parole à Jordi et à Valérie. Bonjour à tous, merci Roland. Donc on a mené l'enquête effectivement pour le CRTS, donc on travaille au centre de recherche d'Ascoria. Donc en se présentant rapidement, moi je suis Jordi Stéphan, je suis chargé de recherche au sein d'Ascoria et je suis psychologue et spécialiste en psychométrie, d'où mon intervention sur cette recherche. Valérie, je vais te laisser te présenter, je pense. Oui, et donc je suis Valérie Janson, donc je suis également chargée de recherche au centre de recherche d'Ascoria. Je suis docteur en sociologie, principalement sur les questions de sociologie des organisations, sociologie des professions. Donc, alors, bon, nous, c'est une première webinaire. Donc, du coup, techniquement, il y aura peut-être des petits couacs, hein, mais on aurait besoin de lancer le diaporama, du coup, si c'était possible. Voilà. C'est bon, c'est bon. Du coup, je profite pour remercier Fabrice Courreau qui nous a assisté sur toute l'identité visuelle et sur ce diaporama. Et ben, du coup, on y va. Du coup, Allons-y. Donc, voilà. Donc, Roland Janvier vous a expliqué la démarche d'enquête qui a été celle du CRTS et la place que le centre de recherche y a pris. Donc l'intitulé, hein, proximité-distance, vous l'avez vu dans la présentation, les effets Covid sur la relation professionnelle-usager. Donc on va vous présenter les résultats de cette enquête. Et avant ça, on va vous expliquer un petit peu la démarche qui nous a amené à choisir de centrer notre objet sur cette question de la relation professionnelle-usager et de la distance. Donc il faudrait avancer les diaporamas sur la suivante encore, s'il vous plaît.
Merci. Donc, on est parti d'une commande du CRTS qui s'est dit ce serait intéressant que le CRTS Bretagne prenne une place dans la compréhension de ce qui s'est joué pendant cette crise sanitaire pour les travailleurs sociaux, avec l'idée de partir, comme le disait Roland Janvier, de la question des ressentis. Qu'est-ce qui s'est passé pour les travailleurs sociaux? L'objectif, c'était vraiment de s'ancrer sur les professionnels du travail social, et donc travailleurs sociaux au sens très large, on y reviendra. Partant de cette commande adressée aux chercheurs, on est allé faire une exploration pour essayer de voir ce qui s'était déjà dit autour de cette question et ce qui pouvait ressortir des différents témoignages. Donc, au niveau de cette exploration, on a été voir des sources déjà existantes, notamment des forums de discussion, des personnes qui ont pris la parole sur des visioconférences. On est allé regarder également tous les articles de presse, notamment dans la presse spécialisée du travail social, ce qui s'était dit autour de cette crise sanitaire et essayer de voir également ce qui s'était dit en fonction des types de professions au sein du travail social. On a fait des entretiens informels avec certains professionnels pour essayer de capter des choses qui n'apparaissaient pas dans l'ensemble de ces témoignages. Et enfin, on a épluché l'ensemble des enquêtes qui avaient déjà été menées, enquêtes quantitatives, enquêtes qualitatives, à la fois sur les professionnels du travail social, mais pas que. On a également étendu aux professions médicales, paramédicales, et puis aux travailleurs de façon plus large. Donc, l'ensemble de cette exploration nous a permis de voir que sur la période de crise sanitaire, l'entrée dans le confinement, la période de déconfinement, il y avait eu beaucoup d'enquêtes et que certains éléments pouvaient ressortir, mais on avait un peu le sentiment du coup qu'il fallait éviter de faire une enquête de plus auprès des travailleurs sociaux qui avaient été eux aussi fortement sollicités. C'est ce qui nous a amené à nous dire on va essayer de problématiser cette question et de faire une entrée qui soit originale. Et au regard de ce qui ressortait de l'exploration, ce qui a paru pertinent au CRTS, c'est de faire cette entrée par la question de la distance. Qu'est-ce qui s'était joué pendant cette période de confinement, qui avait amené soit à être beaucoup plus au contact des usagers, soit à distance dans le cadre du télétravail, sur la relation aux usagers et la conception de la distance et de la proximité avec les usagers. L'idée, ce n'était pas d'entrer par la question de la bonne distance, mais vraiment sur l'idée de la façon dont les professionnels avaient ressenti les effets de cette crise sur leur relation avec les personnes accompagnées. Pour mener cette enquête, on verra ensuite les supports théoriques qu'on a pris. On a choisi de les placer au fil du temps. Les résultats de l'exploration également. Quand on vous présentera les résultats de l'enquête qu'on a menée, on fera des petits échos à des choses qu'on avait vues dans l'exploration pour nous dire dans quelle mesure ça a infirmé ou non les hypothèses ou les résultats de l'exploration. Donc pour la démarche d'enquête en tant que telle, donc, on a construit un questionnaire qu'on a diffusé en ligne, donc auto-administré, sur la période du 5 au 26 octobre. On était encore sur la même diapo. C'est pas grave. Donc sur la période du 5 au 26 octobre 2020, donc dans la période où on n'était pas encore confiné. Donc vraiment cette espèce de parenthèse qui permettait de prendre du recul sur ce qui s'était passé, contrairement à l'exploration où les professionnels étaient dans la crise. Donc c'est un questionnaire qui a été assez copieux, plusieurs thématiques, on y reviendra, vous les verrez au fil du temps, avec 155 questions et des questions fermées, des questions à échelle de Likert, l'idée étant vraiment d'objectiver, d'avoir un grand nombre de répondants pour pouvoir objectiver certaines dimensions qu'on avait pu percevoir dans l'exploration. Et là, du coup, juste, je vais faire moi un point technique sur comment a été construit le questionnaire. Donc, 155 questions, c'est assez énorme puisqu'on voulait balayer assez de thèmes. Donc, ça a été regroupé par thème. Et en fait, quand on parle de questions, en fait, c'est sous forme d'affirmation. Chaque question était une affirmation et chacun donnait un degré d'accord sur une échelle de Likert. Donc, c'est une échelle qu'on remplit classiquement. Et là, c'était de 1 à 10 et c'était de 1 pas du tout d'accord à 10 tout à fait d'accord. Et en fait, ça nous permettait ensuite de faire des traitements plus précis, en fait, de pouvoir, par exemple, savoir si on avait des différences suivant le poste, suivant la fonction, suivant le niveau de diplôme, suivant les organismes, etc.
Donc ça, c'est un test statistique. Alors après, s'il y a des questions sur le fond statistique, ce sera un plaisir parce que c'est une grande passion. Mais pour faire simple, en fait, on a agrégé toutes les données. C'est-à-dire que quand on a fait les différents tests statistiques, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence, que les gens répondaient de la même façon, qu'ils soient cadres, directeurs ou salariés. En fait, chacun répondait de la même façon et de la même façon s'ils étaient un organisme privé ou public, le niveau d'études. En fait, tous les éléments qui pouvaient catégoriser la population, on aurait pu attendre des différences. Statistiquement, ça montre qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on va présenter des résultats qui sont agrégés et donc tous les éléments vont être présentés en fait au nom de tous ceux qui parlent. Donc voilà, ça donne aussi une clé de compréhension de comment on a construit le questionnaire. On peut peut-être passer à la suite. Donc, au niveau des répondants, c'est ce que disait Roland, on a eu 559 questionnaires remplis, dont presque 400 complets, mais sachant qu'on a utilisé un logiciel, chaque personne qui répondait au moins à une question était traitée sur cette question. Donc, c'est pour ça que quand vous aurez le rapport final, en fait, sur chaque question, une par une, il y a le nombre de répondants par question. Donc, plus on avance dans le questionnaire, évidemment, plus on en perd. Donc, ça a été diffusé en Bretagne et ensuite ça a été ouvert hors Bretagne. Donc, on a à peu près un ratio 50-50 sur Bretagne hors Bretagne. Et dans le travail social, on avait plus de chances d'avoir des femmes que des hommes et ça s'est avéré dans le questionnaire puisqu'on est presque à 90% de femmes. On passe à la suite. Ensuite, donc, sur cette répartition, on a en majorité des salariés, ensuite des cadres et des personnels de direction, ce qui est plutôt logique au vu de la quantité. On se retrouve avec, et c'est ce que disait Roland en introduction, on se retrouve vraiment avec un panel qui est représentatif de la profession. On le voit sur le sexe, on le voit sur les répartitions. On a fait le choix avec le CRTS et Valérie Janson de présenter que des éléments. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas vous présenter les 155 questions parce que ce serait indigeste. Donc, on n'a pris que des éléments. Et même là, sur les répartitions de la présentation de l'échantillon, il est très précis. On vous met que les éléments clés afin que ce soit acceptable sur un temps court. Et ensuite, le rapport sera là il sera mis à disposition rapidement et pourra répondre à tous vos questionnements. Ou au pire, on y répondra lors des échanges. Maintenant, je vais repasser la main à Valérie sur la diapositive d'après. Oui, peut-être juste un tout petit peu d'éléments de complément sur cette question, hein, très rapidement, mais une moyenne d'âge de 43 ans, une ancienneté majoritairement de 15 ans dans le travail social, et dans les répondants, environ 20% qui exercent en hébergement, internat, qui exercent en internat et en semi-internat, et près de 78% qui accueillent du public en individuel. Voilà, pour avoir un petit peu un panorama. Ouais, c'était tout. C'était vraiment pour compléter. Peut-être juste vous dire, mais on y reviendra un petit peu après, hein, mais que y a 55% des personnes qui ont connu des situations de télétravail total ou partiel, 26% qui ont continué à travailler au sein de leur établissement. Donc, on va venir ensuite, donc, je vous disais, hein, sur l'outil qu'on a utilisé. Alors, pour aller interroger la distance, on s'est dit on ne va pas l'interroger de front en demandant aux gens, aux professionnels, si c'était senti plus à proximité, plus à distance, parler de la distance physique, etc. On a fait le choix d'utiliser pour questionner cette distance un schéma qui est souvent utilisé pour les assistants de service social. Ils s'intéressaient à ce métier particulièrement, mais qui nous semblait intéressant pour penser cette question de la distance avec l'usager dans un contexte un petit peu plus global. Donc l'idée, c'est de se dire que la distance et l'effet de se sentir à distance ou à proximité de l'usager s'inscrit dans le cadre d'un métier et d'une mission plus globale qui est ancrée dans des politiques sociales, qui est ancrée dans des valeurs, dans une déontologie professionnelle et dans des méthodes particulières. Et dans ce volet, plus spécifiquement, on est allé interroger la question de la compétence, on y reviendra, de la façon dont les professionnels se sentent, sur quoi ils se reposent pour leurs compétences et pour leur activité. Et enfin, on s'inscrit dans un cadre institutionnel avec des missions très spécifiques.
Donc l'idée était de se dire, plutôt que d'interroger directement la distance, peut-être qu'on va se rendre compte, et c'est les résultats de l'exploration qui nous amenaient à penser ça, que le fait d'être plus éloigné de son cadre institutionnel physiquement amenait les professionnels à se penser également plus proches des usagers. On imaginait un mouvement qui pouvait être celui-là, par exemple, hein, d'autres hypothèses qui étaient sous-jacentes. Alors, sur les résultats de l'exploration, par exemple, des professionnels expliquaient que pendant la crise sanitaire, les règlements, les règles pour avoir des aides s'étaient atténuées. Donc, on pouvait imaginer un contexte lié aux politiques sociales qui était plus souple et qui amenait davantage d'interaction et de proximité avec les usagers. Ouais, peut-être je vais m'arrêter là sur les différentes hypothèses pour ne pas amener trop d'idées qui partent dans tous les sens. Mais en fait, derrière chacun de ces critères-là, il y avait des résultats d'exploration qu'on voulait aller ensuite vérifier. Alors, le premier résultat qu'on vous montre, donc sur la diapositive suivante, c'est celui justement de la perception des compétences. Alors, peu d'étonnement, mais tout de même, on remarque que dans la perception de la compétence, alors qu'on est allé interroger directement dans le début du questionnaire, pour ceux qui se souviennent, en demandant aux professionnels, pour eux, c'est quoi les compétences d'un travailleur social, et ensuite, quelles sont les compétences sur lesquelles eux-mêmes s'appuient. Donc, il y avait ces deux volets-là qui ne sont pas différents. Et donc, ce qu'on remarque, que pour les professionnels, ce qui fait un bon travailleur social, alors on pourrait discuter de cette terminologie, mais c'est d'abord le savoir-être, ensuite l'expérience et en dernière position, la formation. Ce qui est à noter, c'est qu'on avait une hypothèse aussi derrière tout ça, c'était que les personnes qui s'appuyaient davantage sur le savoir-être auraient répondu différemment aux questions sur la proximité-distance que les personnes qui s'appuieraient sur la formation. Il s'avère que non, comme l'a expliqué Jordi, les tests statistiques ont montré qu'il n'y avait pas de différence par rapport à ces dimensions-là. Ce qu'on verra un peu plus loin dans le questionnaire, c'est que ces différences entre savoir-être, expérience et formation, elles se nivellent un petit peu par la suite, puisqu'on a posé des questions tout au long du questionnaire qui revenaient un petit peu sur ces dimensions-là. Par exemple, en leur demandant pendant la crise sur quoi ils s'étaient appuyés, et on a amené des formulations un petit peu différentes. Par exemple, au lieu de parler d'expérience professionnelle, on a parlé de réflexe professionnel. Au lieu de parler de formation, on a parlé de savoir. Et on se rend compte finalement que quand on leur demande sur quoi ils s'appuient de façon concrète pendant la crise, les choses se rééquilibrent un petit peu et finalement ils s'appuient sur ces trois volets. Mais quand on pose la question de front, il faut noter que c'est le savoir-être qui est premier. Je laisse peut-être revenir à la diapo. Alors on arrive sur la dimension politique et organisationnelle. Voilà. Donc cette dimension-là, elle était pour faire écho, pardon. En fait, c'était juste pour rappeler que les chiffres que vous voyez, en fait, parce que pour être sûr que la compréhension, c'est le degré d'accord pour chaque question. C'est-à-dire que là, on a remis donc quelques éléments, puisque cette partie, il doit avoir une bonne quinzaine de questions. On a mis 3 éléments qui nous paraissent clés des données. Toutes les données seront exposées dans le rapport. Mais en fait, le 7,37, en fait, c'est la moyenne, donc le score moyen d'accord avec cette affirmation à 7,37. Donc, on peut dire que les gens sont tout à fait d'accord avec cette affirmation. Et un score faible dira le 4,1, ils sont plus pas du tout d'accord avec cette affirmation. C'est juste un point, parce que tout est présenté comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la compréhension des éléments. Et ensuite, juste pour dire que j'ai mis une superbe marinière et qu'on ne la voit pas parce qu'on ne voit pas à l'écran, j'ai vu passer. Donc, tu reprends la main peut-être ? Peut-être juste pour expliquer ce que fait cette dimension ici. On n'a pas voulu aller interroger, comme on vous le disait, on a centré sur la question de la distance. Et donc, on est allé interroger les questions politiques et organisationnelles, non pas pour les interroger directement et voir si les gens étaient satisfaits ou pas de ce qui s'était passé pendant la crise et des situations de management. Tout ça, on avait pu voir dans l'exploration qu'il y avait vraiment des tendances à pouvoir affirmer et revendiquer une difficulté de reconnaissance du travail social, des politiques sociales, des métiers ou des contraintes organisationnelles qui n'étaient pas adaptées. Donc, ce n'était vraiment pas le souhait d'aller sur cette dimension-là, mais bien de voir dans le schéma qu'on vous montrait tout à l'heure comment les personnes s'étaient senties
toujours appartenir au champ de la protection sociale et avec des repères autour de ça, et toujours appartenir à leur institution et avec des repères autour de ça. Donc, c'est l'objet de ces différentes questions. Donc, peut-être, Jordi, tu veux lire les questions et puis je recommande après avec le... En fait, l'idée, là, on voit que c'est plutôt un état de statu quo. C'est-à-dire que on avait pu voir en exploratoire qu'on peut lire que c'était plutôt une crise et que ça avait changé plein de choses. Et en fait, quand on essaie de le mesurer de façon d'une autre façon, on se rend compte que, par exemple, que sur les contraintes, ça a priori pas changé. C'est-à-dire que les contraintes sont restées plutôt les mêmes, mais on peut voir également que les structures, ça c'est ce qu'on pouvait aussi aller interroger et mettre en tension, c'est que les travailleurs sociaux, donc, et je reste de n'importe d'où ils parlent, qu'ils soient salariés, cadres ou dirigeants, considèrent que les moyens nécessaires ont été mis en place pour suivre l'activité. Et donc, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les travailleurs sociaux, c'est cette notion de capacité d'adaptation qui a révélé que, et c'est des discussions qu'on avait eues avec le CRTS, mais c'était des données qui n'étaient pas surprenantes puisqu'ils avaient l'habitude d'être confrontés à des éléments et là, c'était un élément de plus et la Covid était un des éléments de plus. Donc, dans les éléments clés, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est resté, en fait, ils ont su faire comme d'habitude, s'adapter, mais ça n'a pas changé profondément la façon de travailler. Alors, du coup, pour en revenir aux hypothèses qu'on pouvait avoir par rapport à l'exploration, effectivement, on avait émis l'hypothèse qu'il y avait une différence de vécu de la crise selon le type de public qui était accompagné, l'âge du public, la problématique, mais aussi selon les modalités d'accompagnement. On s'est rendu compte que ça, ce n'était pas opérant, il n'y a pas de différence significative en fonction de ces publics. Et puis, il est à noter que dans l'ensemble des questionnaires qui ont été passés pendant cette crise sanitaire sur l'impression que les institutions avaient mis les moyens nécessaires sur les informations liées au management, toutes les enquêtes quantitatives montrent finalement peu d'insatisfaction générale, même si après, individuellement, on peut avoir des témoignages qui montrent une insatisfaction, mais globalement, l'ensemble des salariés montrent peu d'insatisfaction. Et on voit là donc que par rapport à notre hypothèse d'un éloignement des organisations et des politiques sociales, a priori, cette hypothèse est infondée, puisqu'on voit dans les différentes questions que les professionnels se sont toujours sentis soutenus par leur institution, se sont sentis appartenir à leur institution. C'est des dimensions que vous ne voyez pas ici, mais qu'on est allé chercher dans l'enquête. Donc on ne voit pas de distanciation particulière par rapport à l'organisation. On en vient ensuite à la diapositive suivante, merci, sur le rapport à l'activité professionnelle. Est-ce que pendant cette crise sanitaire, il y a eu un changement dans les activités professionnelles et dans la façon de penser son activité professionnelle? On avait ces deux dimensions-là. Aujourd'hui, je te laisse à nouveau peut-être faire oui. chaque fois les... Du coup, là, pareil, hein, c'est des dimensions où là, c'est une dimension qui est assez large, donc il y a une vingtaine d'items, on n'a sorti que quelques-uns. Donc les gens se sentent investis dans leur travail, donc ça n'a pas changé. C'était au niveau de l'identité professionnelle, vu que la façon de travailler pouvait être modifiée, on a voulu aller interroger ça. Et du coup, on se rend compte que non, les gens ne sont pas du tout d'accord avec cette affirmation. Donc, on peut supposer que là, au vu du score à 3,75, que l'identité professionnelle n'a pas été modifiée. Ensuite, ce que disait Valérie tout à l'heure, on a été voir ces notions de savoir-être, savoir et ensuite réflexe professionnel. C'était une autre façon d'aller voir cette espèce de hiérarchie qu'est-ce qui fait un bon travailleur social. Et ce que disait Valérie, c'est que là, on est complètement lissé en fait. On utilise d'autres termes, donc ce qui est interrogeant aussi, là on n'a pas les réponses, mais ça soulève des questions de pourquoi certains termes activent des choses et d'autres termes pas. Est-ce que c'est une façon de faire dire quelque chose? Là, on n'a pas les réponses, mais c'est des points d'éléments et peut-être qui seront amenés en discussion. Mais ça c'est assez intéressant. Aussi, autre chose, et j'en profite là que j'ai la parole, mais il faut quand même penser qu'on est intervenu avec ce questionnaire quelques temps après le déconfinement
Et en fait, on se rend compte aussi que peut-être la crise a été, on peut supposer, on n'a pas la réponse puisqu'on a mesuré au mois d'octobre, mais qu'à la sortie, au début du déconfinement et quand les choses ont été mises en place, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes scores. Là, il faut quand même se rappeler que cette mesure a été faite au mois d'octobre et qu'il y a peut-être des mécanismes aussi de rationalisation qui ont pu être mis en place et qu'on a obtenu ces scores et que l'adaptation, et en fait, on a oublié peut-être que pour tous le confinement, mais même d'un point de vue personnel, si on y repense maintenant, on n'a plus le même sentiment qu'on a eu quand on était dans le confinement. Donc, il faut aussi prendre ça. Tout ce qu'on dit là est teinté du fait qu'on l'a fait passer au mois d'octobre. Voilà, c'était un petit point qui peut aussi donner des clés de compréhension, puisque certaines données peuvent être surprenantes et peut-être qu'on aura des questions dans ce sens. Mais c'était important de le dire là, c'est que ça a été fait bien après le déconfinement et du coup bien après le confinement. Alors oui, dans l'exploration, ce qu'on pouvait percevoir, c'est que les professionnels expliquaient que finalement, cette situation de crise, on l'a un petit peu dit au début, mais c'est quelque chose de connu. Ils ont l'habitude de faire face à des crises, alors pas de cette ampleur, pas sanitaire, pas nationale, mais travailler en situation de crise, c'est leur quotidien, et donc ils expliquent qu'ils ont les capacités d'adaptation, d'innovation, la réactivité nécessaire pour faire face à ce type de crise. Donc quelque chose qui n'est pas pour eux exceptionnel, selon les résultats de ce questionnaire. Et dans l'exploration, on avait vu également, dans l'ensemble des salariés, pas uniquement pour les travailleurs sociaux, mais que la crise sanitaire avait pu être une période aussi de réflexion sur son identité, de réflexion sur la possibilité de faire des formations complémentaires, voire de reconversion. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout apparu quand on a posé ces questions. Les professionnels ont peu dit que cela avait changé leur façon de percevoir leur métier ou leur façon de penser la suite de leur activité, ou en tout cas pas de projet de reconversion. Peu de projets de reconversion. On a ensuite amené un volet sur le rapport au travail des autres. Alors dans ce rapport au travail des autres, on avait à la fois les collègues au sein de l'institution, mais également le rapport au travail des autres dans la dimension de partenariat. Alors c'est sur la diapositive suivante. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortaient de l'exploration. C'était que face à la crise, il y avait eu des nouvelles horizontalités dans les institutions. On s'était un peu départi des statuts pour travailler de façon horizontale et se répartir autrement les tâches. Mais également des nouvelles horizontalités avec les partenaires, avec parfois des renforcements de travail avec les partenaires et parfois une impression de devoir pallier à des choses que les partenaires ne pouvaient plus assurer, du fait parfois aussi tout simplement de la fermeture d'établissements. Oui, peut-être. Du coup, c'était une autre façon, et vraiment la commande et la réflexion était sur cette notion de distance et donc de relation aux collègues est importante. Et on voit notamment l'importance de l'informel, c'est un des éléments assez saillants qui ressort, c'est que ça a manqué, c'est-à-dire que, alors je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux dans l'assistance, donc ce n'est pas une découverte pour vous, j'imagine. Mais du coup, c'est assez intéressant de se rendre compte que souvent, on met en place des choses formelles pour que le travail se fasse, mais on se rend compte que l'informel, c'est quelque chose qui est important. Donc ça, on le ressort et on se rend compte qu'on aurait pu se dire que le fait d'être distancié et tout aurait pu créer du conflit. Donc cette notion en modifiant la distance entre les gens, et on se rend compte que non. Les gens, on a un score très bas, l'écart type est petit. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas eu plus de conflits. Et un autre élément donc, qui est assez neutre, à 5,26, donc on est quasiment au milieu de l'échelle. Donc c'est ni oui ni non en fait. Donc c'est-à-dire que on s'est ni senti plus isolé qu'avant, ni plus isolé qu'avant. C'est-à-dire que la situation de la crise n'a pas modifié le sentiment d'isolement. Ce qui est important de dire, c'est qu'il n'a pas, on le mesure par rapport la crise par rapport à l'habituel. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas ou sont isolés, c'est juste que ça n'a pas changé la relation professionnelle durant la crise. Donc c'est important de le dire, c'est la crise et pas là, on n'est pas capable de donner le niveau d'isolement de l'activité professionnelle de chaque professionnel. C'est vraiment au vu de la crise. C'est-à-dire qu'à un instant A et à un instant crise, on se dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Ce qui ne veut pas dire que le sentiment d'isolement n'existe pas ou existe en fait. C'est important aussi de chaque fois bien rappeler, on a mesuré par rapport à la crise. Ce n'est pas une photographie de ce qu'est le métier
sont les métiers, pardon, c'est vraiment par la crise, qu'est-ce qu'elle a produit, qu'est-ce qu'elle a changé, et toujours en interrogeant cette notion de distance. Voilà ce qu'on peut dire, comment il faut interpréter, par exemple, le 5,26. Donc on voit là que la dimension notamment de travail en équipe est vraiment considérée comme étant un soutien. Et dans l'exploration, certains professionnels témoignaient d'une impression de faire le travail des autres et d'avoir une surcharge d'activité. Ça, c'est minoré dans les réponses au questionnaire. Et voilà. Et sur la question de l'informel, ce qui apparaissait, c'était beaucoup de dimensions autour de cet informel. Le passage d'informations, la possibilité d'analyser avec des collègues, le soutien émotionnel, mais aussi l'effervescence du travail en commun. Et ça nous amène à la diapositive suivante sur la question de l'expérience du travail à distance. Puisque là, on est bien en lien. Finalement, est-ce que être à distance a amené à percevoir autrement son activité, ou c'est juste une transposition de son activité sur des pratiques à distance? Et alors, juste pour donner encore un élément, on s'était dit qu'il y avait plusieurs types de professionnels, ceux qui avaient été complètement dans du travail à distance et ceux qui, à l'inverse, avaient été beaucoup plus en renforcement de la présence. Exemple, les maisons d'enfants à caractère social pendant que l'école était fermée, d'autres types d'internats. Donc, on avait imaginé du coup, cette perception d'expérience du télétravail, du travail à distance, avait été différente selon les expériences des différents professionnels et le volume de travail à distance. Et donc, de la même façon, c'est quelque chose qui ne s'est pas avéré en croisant les données de la quantité de travail à distance qu'ils avaient vécu et les résultats de cette expérience de travail à distance. Donc voilà, en fait, ce que je pense qu'on est un petit peu en retard parce qu'on traîne trop. Et si on veut laisser le temps aux questions, en fait, l'idée, c'est vraiment que alors après, on peut faire des hypothèses, mais par exemple que le télétravail, c'est intéressant pour réaliser des écrits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on laisse plus de temps, on a plus de temps de réflexion pour passer à l'écrit, où on voit quand même que ça a créé quelque chose. Ce télétravail vient modifier de fait le travail classique, mais cette notion d'écrit, est-ce qu'il y a un temps de réflexivité qui est plus important? Et là, vous verrez les scores, a priori, oui, ça libère ce temps-là. Ensuite, sur apprécier le travail à distance et intéressant pour les réunions, on est plutôt sur des scores neutres, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est pas ni apprécié ni déprécié, c'est plutôt ça s'est fait en fait et c'est ni positif ni négatif. On se rend compte que il y a eu cette adaptation et quand on met en lien, il y a l'adaptation, ça a changé la forme, mais ça n'a pas forcément précisément changé l'appréciation des façons de travailler. Alors, sur cette expérience du travail à distance, on l'a mis en lien, on peut passer la diapositive suivante, on l'a mis en lien avec le rapport au numérique, puisque pour certains professionnels, ça veut dire du jour au lendemain se retrouver à devoir utiliser des outils auxquels ils n'ont pas forcément été formés. Le CRTS a fait un travail sur le rapport au numérique des travailleurs sociaux. Et finalement, il apparaît que les gens se disent peu en difficulté techniquement et éthiquement avec la question du numérique. Donc là, un peu un effet de surprise. Voilà, une adaptation très facile avec ces outils numériques. Par contre, dans l'exploration, certains professionnels expliquaient que leur appétence au numérique leur avait permis de développer des nouvelles actions, des actions collectives, des jeux avec différentes familles, donc d'innover dans leurs pratiques. Et ça, c'est des choses qui apparaissent finalement très peu et très marginalement dans les résultats du questionnaire. Oui, même les scores nous disent plutôt pas du tout en fait. C'est là où c'est intéressant, c'est là aussi où le CRTS a pris cette idée de dire on a beaucoup de données verbales et du qualitatif. En fait, on va essayer de le confronter sur une autre façon de le mesurer. Et là, c'est intéressant parce que c'est ce que disait Roland notamment, c'est qu'ensuite, ça peut amener à débat puisqu'on dit que ça crée ça. Nous, quand on le mesure, les gens ne sont pas d'accord avec ce genre d'éléments. Et donc, ça pourra amener soit à des échanges, soit à des travaux futurs sur ces questions-là. Après, donc, on pouvait se dire que cette notion de numérique aussi pouvait mettre en tension vie professionnelle et vie privée.
Et du coup, on se rend compte que pas du tout. Les scores sont, il n'y a pas eu d'impact négatif puisqu'on pouvait se poser la question et toujours dans cette notion de distance de je fais rentrer le travail à la maison. Et du coup, ça n'a pas eu d'impact négatif quand on le mesure via le questionnaire. Sinon, la quantité de travail est restée quasiment la même. C'est-à-dire que ça n'a pas eu d'incidence sur la quantité de travail. Et du coup, cette notion de déconnexion, on aurait pu dire le fait de ne pas pouvoir s'arrêter parce qu'on est en télétravail, du coup, non, ça a été plutôt… il y a vraiment eu cette séparation, même si le travail revenait dans la sphère privée. Voilà ce que les scores nous disent et voilà ce que moi je pouvais en dire. Oui, ça, c'est un élément d'étonnement parce qu'on a quand même 70% des personnes qui ont connu le télétravail, que ce soit complet ou non. Et puis, on a plus de 82% des personnes qui vivaient en couple ou en famille. Donc, voilà, ils ont réussi à faire cette distinction vie professionnelle, vie familiale, qui, on le verra ensuite, est aussi un des supports, selon eux, qui leur permet de gérer la distance avec les usagers. Donc, on en vient justement au cœur du sujet, puisqu'on est allé interroger sur la fin du questionnaire, à la fois la relation aux usagers, donc la façon dont les professionnels pensaient que les usagers avaient vécu la crise, ce que ça avait modifié dans leur relation avec les usagers. Je continue, Jordi? Oui, vas-y. Alors, on a mis là un peu plus d'éléments, parce qu'on avait déjà beaucoup plus de questions sur ce volet particulièrement. Et puis, on a mis des éléments qui permettent de faire rappel à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire est-ce que les politiques sociales ont toujours été aussi présentes, etc. Donc voilà, on se rend compte que selon les professionnels, l'expérience de la crise n'a pas nécessairement assoupli les règles d'accueil et de fonctionnement avec le public. Ça leur a peu permis d'approcher des publics qui étaient auparavant inaccessibles. Donc ça, c'est un élément d'étonnement aussi par rapport aux témoignages qualitatifs qu'on avait pu voir. Par contre, un aggravement des difficultés des publics, une visibilité de cet aggravement est soulignée, et puis un renforcement de l'isolement des personnes qui sont accompagnées. Donc, ce qui est mis en avant, c'est surtout cette question de la visibilité, non pas seulement du travail des travailleurs sociaux et de leur action, mais aussi des difficultés des publics qui sont accompagnés. Ça nous amène à la diapositive suivante où les professionnels se disent avoir été inquiets pour les situations des usagers pendant cette crise sanitaire. Je ne sais pas après si on aborde toutes les dimensions. Non, peut-être pas, juste pour rappeler que c'était quand même vous verrez dans le rapport, mais là, il y a une quarantaine de questions, parce que c'était vraiment une notion qui était importante, la relation vis-à-vis des usagers, et c'est toujours dans cette notion de distance. Du coup, on a aussi, on a vu aussi l'acceptabilité de ça, parce que cette notion de distance et cette notion de technique, d'interroger en fait de surveillance, puisque autant on rentrait dans la sphère privée des professionnels puisqu'ils travaillent à domicile, mais les professionnels rentraient également dans la sphère privée, mais là vraiment réellement, même s'ils sont amenés à échanger sur des aspects évidemment privés des gens, mais là c'est par les visios, par le téléphone, les gens sont chez eux et donc du coup on pouvait interroger comment ça a pu être vécu et a priori le retour des professionnels c'était qu'il n'y a pas eu cette notion de surveillance. On aurait pu imaginer ça et a priori pas du tout. Et on va peut-être enchaîner sur la dernière diapositive afin d'être à peu près dans les temps du retard correct. Donc là, on est venu interroger directement la conception de la distance professionnelle. Voilà, on ne l'a pas fait tout de suite aussi. Ouais, c'est juste, on ne l'a pas fait tout de suite. En fait, l'idée, c'était qu'on voulait interroger de façon détournée la distance. Et une fois que c'était fait, en fait, on ne voulait pas montrer nos hypothèses. Et en fait, la notion de distance, on l'a vraiment interrogée à la fin, une fois que toutes les questions, entre guillemets, plus fines étaient posées. Là, on allait directement interroger cette notion de distance. Voilà pourquoi ça apparaît à la fin du questionnaire. Alors, on voit revenir cet élément de la bonne distance professionnelle est permise par l'équilibre entre le travail et la vie privée. On voit revenir également les compétences professionnelles qui permettent d'être à bonne distance. Donc, on sait que les professionnels se reposent davantage sur cette dimension de la compétence.
Et alors peut-être un étonnement, en tout cas c'est quelque chose qu'on aimerait creuser. On voit que les professionnels disent c'est important d'être à l'écoute de la personne dans ce cas-là, à nous dire même si le contenu de son propos ne concerne pas ma mission. Et donc là, si on se réfère au schéma dont on parlait tout à l'heure, en fonction de ma mission, c'est ma mission qui me mandate pour accompagner l'usager. Là, on peut voir une petite différence, mais qui serait peut-être pas due à la crise en l'occurrence, et qui peut-être arriverait en dehors de cette crise. Et puis un élément d'étonnement, alors totalement personnel, hein, mais j'avais parlé du contact physique en me disant je vais avoir des réponses très négatives. Et puis finalement, les professionnels disent, alors c'est pas un score à 8, mais quand même, que le contact physique peut permettre de créer la relation avec une personne accompagnée. Et du coup, on est allé aussi interroger cette question de la distance physique avec les personnes. Il est à noter, on ne l'a pas dit, mais on avait posé une question également sur la crainte du retour à la normale et la crainte de la contamination par l'usager. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été soulevé. C'est-à-dire que les professionnels n'ont pas eu peur, dans la perspective du retour, d'être contaminés par les usagers, alors qu'ils étaient assez nombreux à avoir connu dans leur entourage des situations de Covid. Voilà, moi j'ai... Et donc, on va peut-être conclure, mais en fait, on a, enfin, entre guillemets, on a conclu tout le long parce qu'on a vraiment résumé les éléments. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une adaptation, mais je reste quelques mois après, qui est plutôt très bonne. Le métier n'a pas en soi changé. Cette notion de distance qui pouvait pour nous, et cette notion de compétence, on pouvait se dire que certains types de compétences ou la façon de voir le métier était modifié de fait par la distance qui était créée, parce qu'il y avait plus ou beaucoup moins de présentiel. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une adaptation a priori plutôt bonne de ce qui est dit. Après, c'est ce que disait Roland et c'est important, c'est le ressenti, c'est les gens qui ont exprimé. Donc, on objective un ressenti que les gens nous donnent. Mais est-ce que c'est la réalité? C'est la réalité de ce que pensent les gens, a priori, puisqu'ils ont répondu pas sous la contrainte, enfin, j'imagine, j'espère. Et du coup, voilà, ce qu'on peut conclure, c'est que la situation, quand on pouvait lire les différentes, au début, quand on s'est mis sur la recherche des documents, c'était plutôt catastrophique et que ça avait été dur et que c'était compliqué. Et nous, quand on mesure là, a priori, l'adaptation a été plutôt bonne et la situation a été plutôt bien vécue. Et techniquement, et professionnellement, et dans la sphère privée. Enfin, tout ça, c'est plutôt bien organisé, avec toujours évidemment à prendre en compte que le relevé des ressentis s'est fait au mois d'octobre. Valérie, tu voulais compléter ou... Non, je pense qu'on peut... Donc voilà, évidemment, enfin, on est désolé parce que il y a beaucoup de données et on a essayé de présenter le plus, ce qui nous semblait le plus essentiel. Le rapport complet est très avancé, donc devrait apparaître rapidement sur le site du CRTS. Et ensuite, on est là pour en échanger. Merci à vous. Je repasse la parole à Roland. Merci. Un grand merci pour la qualité de cette analyse. Et finalement, ce qui m'apparaît là, c'est que j'ai noté une phrase en vous entendant, c'est on peut peut-être conclure en disant que finalement, la forme ne fait pas le fond. C'est-à-dire qu'on voit bien que la modification des formes de relations et des formes de travail n'a pas forcément bouleversé les pratiques, vous l'avez dit, de travailleurs sociaux plutôt habitués à intervenir sur les situations de crise. Et finalement, on est peut-être dans une situation de crise de plus, mais qui ne modifie pas fondamentalement les habitudes, peut-être contrairement à ce que certains affichages médiatiques ont pu donner. Et ça, c'est un point important de voir comment les savoir-faire mobilisés sur cette période de crise disent quelque chose peut-être d'assez fondamental sur les pratiques du travail social. On va laisser la parole à notre grand témoin, à Jean-François Gaspard, qui, lui, avec une certaine extériorité, c'était ça que nous voulions aussi, va nous faire un retour un peu de la façon dont il vit ce matériel collecté et les conclusions qui en sont tirées. Merci Jean-François Gaspard de vous être rendu disponible pour pouvoir assister à ce webinaire. Bonjour à tous et puis merci à vous de m'avoir invité, à vous Roland, à vous Véronique comme pilote et puis aux
aux collègues d'Ascoria et de l'ITES. Voilà. Évidemment, on aurait tous préféré être présents quelque part. La situation fait que merci aussi à Valérie et à Jordi pour cette recherche, mais que je vais un peu commenter. Alors, peut-être pour dire d'où moi je pars, c'est que j'ai eu une version de la recherche d'il y a à peu près une dizaine de jours, et donc avec beaucoup de résultats et encore assez peu finalement de commentaires. Et donc, j'ai aussi travaillé sur vos données. Et je m'aperçois en vous écoutant que on aboutit à beaucoup de conclusions qui sont identiques. Alors, pas toutes, et c'est ça qui fera l'intérêt du débat, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que d'un point de vue extérieur, on retrouve des conclusions qui sont parfois assez identiques. C'est en tout cas une garantie dans l'objectivation. Peut-être juste signaler aussi que m'a attiré aussi dans la lecture de votre recherche, c'est que parallèlement en Belgique, dans le master dans lequel j'enseigne, donc un master en ingénierie et action sociale qui déroule à Louvain-la-Neuve et à Namur, on développe pour le moment une recherche à peu près sur la même thématique, pas avec les mêmes accents. Et donc, où, je vous le dis, on arrive à des résultats qui parfois sont proches, qui parfois sont un peu différents, mais simplement parce que l'échantillon et le contexte sont parfois différents. Ça me permet d'emblée de dire quelque chose qui me semble tout à fait essentiel avant de poursuivre. C'est qu'il faut prendre deux éléments en compte très importants dans toute la lecture de votre recherche, c'est que cette recherche se base sur deux types de méthodes différentes. Alors, je ne vais pas faire un long discours épistémologique, mais simplement, on n'obtient pas les mêmes résultats quand on fait des entretiens que quand on fait un questionnaire. C'est tout à fait évident. On ne mesure pas les mêmes choses et on ne peut pas avoir les mêmes résultats. C'est comme quand on utilise des outils très différents. On ne peut pas avoir le même résultat. Il y a des avantages à l'entretien, il y a des inconvénients de la même chose pour le questionnaire. Deuxième chose, mais qui est complémentaire de celle-là, c'est que les deux types de méthodes, ces deux types de méthodes, vous les avez utilisés à deux moments différents. Et d'ailleurs, dans votre rapport et ici dans l'exposé, vous avez bien pris soin de le présenter. Les entretiens ont essentiellement été utilisés de manière exploratoire, donc dans une période qui était encore très marquée par le confinement ou par la sortie, alors que le questionnaire était dans une période où, en tout cas, il y avait un retour à la normale, entre guillemets, même si au mois d'octobre commençait à peser l'angoisse ou la crainte d'un retour vers le confinement. Alors, Jordi et Valérie, à la fin de votre exposé, vous parliez d'adaptabilité. C'est effectivement quelque chose qui est très fort, mais cette adaptabilité, elle peut être connotée positivement et négativement. Et là, je pense qu'il faut s'interroger. Vous avez l'air de la connoter positivement, donc une faculté d'adaptation. Je vais y revenir assez largement. On pourrait aussi s'interroger, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de pesanteur ? Et donc, est-ce que, entre guillemets, ce retour sur les fondamentaux, ça ne pourrait pas être interprété aussi comme une forme de lourdeur ? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je m'interroge à ce propos-là, y compris par rapport aux chiffres que vous donnez. Alors, simplement dire que pourquoi aussi je trouve cette recherche très intéressante, parce que pour moi, elle est une des premières tentatives de mise en forme analytique. Vous l'avez souligné, il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu une série d'articles dans les journaux, etc., mais très peu sur les travailleurs sociaux eux-mêmes. Et en tout cas, de manière analytique, moi, j'en ai trouvé très, très peu. Et donc, une première mise en forme analytique de cette crise sanitaire qui apparaît à tout le moins comme un fait social.
fait social que tout un chacun qualifié là d'inimaginable, d'imprévisible, mais dont on voit avec un peu de recul maintenant comment et combien ce fait social répond au-delà du conjoncturel à des mécanismes qui sont collectifs dans le sens qu'ils ne sont pas liés à l'individu, à des logiques sociales qui s'imposent et qui contraignent les collectivités, qui contraignent les individus. Il y a d'autres faits sociaux qui sont familiers et connus. Par exemple, la priorité accordée à certains secteurs, on pense à des secteurs économiques plutôt qu'à d'autres, et aussi les inégalités sociales, un autre fait social qui était bien présent pendant cette pandémie. Et donc, ce fait social en tant que tel nécessite un effort de compréhension et votre recherche permet d'avancer là-dessus. On retrouve donc dans ce fait social 3 des caractéristiques centrales des faits sociaux tels que les formulait Émile Durkheim, donc un père de la sociologie française, rappelant qu'un fait social était extérieur à l'individu, on le voit bien ici, doté d'un pouvoir de coercition, on le vit tout à fait clairement, et s'expliquant par d'autres faits sociaux, vous le montrez largement dans l'enquête, et on l'observe bien. Alors, dans les 10 petites minutes qui me restent, je voudrais évoquer 4 éléments forts de la recherche, très rapidement, 4 commentaires ou 4 étonnements par rapport à ces résultats, et puis vous poser 4 questions. Alors, d'abord, 4 richesses de la recherche, et de la recherche vue globalement, donc y compris dans la démarche, et donc y compris dans la démarche du CRTS. Premièrement, je trouve très intéressant que votre démarche porte sur les travailleurs sociaux et prenne au sérieux les pratiques des travailleurs sociaux, leur rapport subjectif au travail, ce que vous appelez, vous, le ressenti des travailleurs sociaux. Il faut le rappeler, le travail social, les métiers du travail social restent des objets mineurs, peu nobles dans l'espace scientifique, dans l'espace académique, et aussi dans l'espace politique, et plus largement dans l'espace social. La crise sanitaire a mis en évidence les personnels de santé, plus particulièrement même les médecins, et l'argument qui était employé était qu'ils étaient en première ligne. Certes, en première ligne, mais de nombreux autres acteurs sociaux, et pas seulement des travailleurs sociaux, ont également été présents en première ligne ou en quasi-première ligne. On en a un peu parlé, mais maintenant on en parle déjà beaucoup moins. Alors, cette observation n'est pas l'expression d'une espèce de frustration catégorielle. Alors, on n'évoque jamais les travailleurs sociaux, mais bien d'un rapport d'Amnesty International qui a été publié cet été et qui évoque, parmi d'autres, les personnels des secteurs de l'alimentation, du transport et du travail social, dont on a trop peu parlé, dont on a trop peu pris en compte les conditions de travail. C'est Roland Janvier qui, dans l'intro de ce webinaire, disait qu'il y avait une espèce d'investissement silencieux et un investissement qui était socialement, en tout cas, invisibilisé. Deuxième chose que je trouve intéressante, c'est l'ambition de cette recherche qui est double, un objectif scientifique de compréhension, je ne m'étends pas, et puis un objectif professionnel. C'est dit tout à fait clairement, vous l'avez très largement répété, vous ne voulez pas faire une recherche de plus, et ce que vous voulez, c'est développer une connaissance mobilisable, je vous cite, pour les différents acteurs de terrain. Troisième élément d'intérêt, c'est plus technique, mais je trouve quand même que ça vaut la peine de le développer. Je trouve très pertinent professionnellement et scientifiquement que vous ayez voulu, désirer examiner la distance dans l'accompagnement et pas simplement la distance des professionnels diplômés du travail social.
Je vous cite, donc votre volonté n'était de ne pas identifier de prime abord de catégories professionnelles spécifiques. En effet, nous ne parlons pas uniquement de relations d'accompagnement qui mettraient l'exergue sur les travailleurs sociaux diplômés de ce champ, mais bien de la relation aux personnes qui prend en compte l'ensemble des professionnels du champ du travail social. Et donc, vous reprenez l'accueil, les fonctions administratives, les fonctions d'encadrement, etc. C'est quelque chose que je trouve de très important et de très salutaire parce que ça permet de ne pas limiter le travail social aux seuls diplômés. Et donc, ça permet de ne pas envisager les pratiques d'accompagnement uniquement chez les diplômés, de ne pas vous soumettre donc à cette forme de division politico-administrative des activités, des rôles, des fonctions définies a priori dans les catégories d'État et donc par les diplômes. Mon propos, soyons clairs, n'est pas de remettre en cause cette division en fonction des diplômes, et sa logique, ne fût-ce que formative et organisationnelle. Cependant, cette division par diplôme, par catégorie professionnelle, est selon moi peu adaptée dans une démarche compréhensive pour rendre compte de la réalité des pratiques dans un univers, celui du travail social, où une part significative des pratiques est peu formalisée et peu formalisable. Pour le dire plus rapidement, votre démarche permet de prendre en compte une part importante du travail social effectué et pas seulement celui effectué par les diplômés. Alors, ça me paraît très important, mais ça ne me paraît pas du tout évident et je trouve assez courageux de le faire. Et d'autant plus de le faire, alors c'est sans doute ma position de belge qui me permet de dire ça, où les métiers du social sont très segmentés, en tout cas dans les diplômes, hein, avec il y a plus d'une centaine de métiers du social, alors que chez nous, par exemple en Belgique, ils sont beaucoup plus restreints, en tout cas les diplômes. Et donc ça peut, d'une certaine manière, heurter les cultures professionnelles, ou pour reprendre un autre type de vocabulaire, ça peut aussi heurter l'habitus professionnel. Il faut donc ici admettre que l'accompagnement n'est pas le monopole des diplômés du travail social. Deuxième raison, et qui est aussi courageuse, c'est que vous avez interrogé les gens, les travailleurs sociaux par questionnaire, et aller interroger des fonctions d'accueil ou des fonctions d'autres fonctions par questionnaire, ce n'est pas évident. Pour répondre à un questionnaire, il faut avoir un minimum de bagages scolaires, un minimum de capital culturel. Et donc, on pourrait se dire, aux questionnaires ne vont répondre que ceux qui ont ce bagage scolaire, et donc on va retrouver les professions canoniques du travail social, donc en gros, ce que vous appelez en France les bac+3. Or, quand on regarde les résultats, non seulement il y a près de 10% des répondants qui ont juste le bac, et si on y ajoute les bac+2, on arrive à près d'un répondant sur 3, ce qui est donc très significatif. Quatrième chose qui est intéressante, je vais aller très vite, c'est la crise sanitaire ici agit vraiment comme un analyseur au sens de Georges Lapassade. Dans le sens où ça dit quelque chose de logiques qui sont invisibles ou non dites de la structure étudiée, donc ici du travail social. Et donc, ce qui ressort très fort, ce qui apparaît très fort, c'est une sorte de calme, de réaction calme par rapport à cette crise sanitaire, ce que Jordi et Valérie ont exprimé à la fin de leur intervention. Ce calme, il est indexé, il est aiguisé par l'inquiétude vis-à-vis des usagers. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très fort. Une espèce de calme, d'apaisement qu'on voit aiguisé, indexé, c'est le terme qui me paraît le plus judicieux, par la préoccupation vis-à-vis des usagers. Alors que par rapport à toute une série d'autres éléments qui ont été mis en évidence dans la recherche, toute une série d'autres éléments, ça vous paraît d'une certaine manière habituel, entre guillemets. Je vais très vite parce que je vais le développer maintenant dans les 4 commentaires que je peux faire sur ce que vous venez de dire. Premier des 4 commentaires, c'est un commentaire
où je vais jouer avec cette notion de distance, mais en jouant sur les différentes acceptions de cette notion de distance. Une espèce de prudence dans la présentation des travailleurs sociaux, dans la présentation de soi des travailleurs sociaux. À la fois un peu toujours avec cette présentation de soi qui est de dire, nous, ce qui compte, c'est le savoir-être. Et on le voit très bien après dans les résultats du questionnaire, c'est que pour réagir à cette crise, les travailleurs sociaux n'ont pas seulement appris sur leur savoir, n'ont pas seulement pris appui sur leur savoir-être, mais ont pris appui sur leur formation, sur leurs expériences, etc. Comme si, d'une certaine manière, il y avait une espèce de disposition à l'humilité chez les travailleurs sociaux. Il ne faut jamais dire qu'on a des connaissances. Alors que pour tenir le coup dans cette crise, il en fallait des connaissances. Il en fallait des connaissances en numérique, il en fallait des connaissances en législation, il en fallait des connaissances dans le maniement des organisations, etc. Mais ces choses-là, les travailleurs sociaux n'ont pas l'habitude de les mettre en évidence, comme si les travailleurs sociaux jugeaient prétentieux de montrer leurs compétences, leurs capacités. Et c'est ces éléments-là qui forment, et je le regrette, une forme d'invisibilisation des travailleurs sociaux, ou de nouveau, pour reprendre le terme de Roland, le fait qu'on les entende, ils sont inaudibles, les travailleurs sociaux. Deuxième chose, c'est que pendant cette crise, c'était souligné par le résultat, il y a eu des solidarités assez fortes entre les travailleurs sociaux et à l'intérieur des services, ce que vous montrez très fort. Et donc, on peut faire l'hypothèse que la crise, sous l'effet sans doute de la sidération, ait suspendu le regard, la distance critique, et qu'elle ait favorisé l'esprit de corps, qu'elle ait exacerbé la solidarité. Elle suspend donc les distances entre les différents professionnels, avec les usagers, avec le service, avec l'organisation, avec les collègues. Et elle permet aussi de diminuer et de collectiviser l'incertitude. Et donc, le service, les collègues, les relations proches permettent d'une certaine manière une protection par rapport à cette crise. Ce qui me permet d'en arriver au troisième point, c'est que cette crise a permis de passer en mode normal. On peut dire qu'on fonctionne avec des distances verticales, dans le sens, c'est le service, enfin, il y a quelque chose de très vertical de l'usager en passant par les travailleurs sociaux, par les cadres, par les directions. Et on a l'impression, quand on voit les résultats de votre enquête et quand on en voit d'autres, qu'il y a eu une forme d'horizontalisation des relations. Et que cette horizontalisation, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, elle a conduit à gommer les frontières professionnelles. Et d'une certaine manière, on s'est retrouvé embarqué dans le même bateau, et donc on s'est serré les coudes et on a essayé de faire des choses ensemble, et on a évacué ces différences. Et quatrième chose, je vais un peu vite, mais c'est parce que je vois que l'heure passe. Donc, dernière constatation, c'est de montrer comment les travailleurs sociaux tiennent la distance. Et par rapport à ça, je voudrais être très insistant sur un élément. Et donc, je voudrais insister ce point, enfin, je l'ai insisté de manière un peu provocante, c'est les marathoniennes du travail social. Un élément super important, et je trouve qu'on ne le signale pas assez, c'est pas des travailleurs sociaux dont il s'agit ici, c'est essentiellement des travailleuses sociales, 86% de femmes, et c'est représentatif du secteur social. Et c'est un chiffre qui a globalement été invisibilisé. Et donc, si la profession a été invisibilisée, le rôle des femmes a vraiment été, lui, très fort occulté. Et donc, je reprends 86% des personnes qui répondent, ce sont des femmes avec une ancienneté de 15 ans. 77% des répondants travaillent en individuel. La plupart des gens ne travaillent pas dans les hébergements. La plupart des gens ont été proches de situations de Covid. Et à peu près une personne sur deux a connu des situations de télétravail.
Ce que l'enquête exploratoire montre, c'est que cette période du confinement n'a pas du tout été évidente par ces travailleuses sociales, qui ont notamment connu la double journée. Et donc, au moment où se fait le questionnaire, on est revenu dans une période plus apaisée, et donc ces travailleuses sociales ont tout intérêt à retrouver cette forme d'apaisement. Et donc, d'une certaine manière, elles œuvrent à retrouver à cette forme de calme, il y a cette forme, entre guillemets, de ce qu'on appelle dans l'analyse des organisations, un mode de régulation normal, un mode de régulation adapté. Et ça me faisait penser à une enquête qui maintenant a presque une vingtaine d'années, une enquête de Delphine Serre par rapport à des assistantes de services sociaux en milieu scolaire, à qui, à un moment donné, on impose des nouvelles normes quantitatives, et qui font le gros rond. Une fois on a tenté de leur imposer ça, eh bien, elles reviennent, d'une certaine manière, elles reviennent à leur normalité pour essayer d'échapper aux normes quantitatives qu'on veut leur imposer. Comme si ici, ces travailleuses sociales, la crise passée, elles ont la préoccupation des usagers, parce que ça, c'est quelque chose qui est très fort dans votre enquête, mais elles reviennent avec quelque chose qui permet justement de travailler avec ces usagers. Et donc, on peut faire l'hypothèse, c'est que ces travailleuses sociales apparaissent dès lors, et ça sera ma conclusion avant de poser les 4 questions, apparaissent dès lors comme un support stable en situation de crise. Et c'est bien ça dont une société a besoin, c'est d'avoir des supports stables en situation de crise pour prendre en charge ceux qui sont les plus précaires, ceux qui sont dans les situations les plus problématiques. Et donc que les travailleuses sociales interviennent bien comme un pilier essentiel de l'État social. J'en arrive à mes 4 questions. Enfin, il y en a 2 en tout cas. Les 2 premières, je les passe très vite parce que Jordi et Valérie ont déjà répondu. J'aurais voulu demander si vous aviez des éléments de différenciation entre les répondants secteur public et secteur privé. Vous dites non, ça ne se voit pas. Je pense que ça serait intéressant quand même de creuser cet aspect-là. Peut-être que le questionnaire, clairement, vous dit qu'il n'y en a pas, mais ce serait peut-être bien d'essayer d'avoir d'autres types de réponses. Et puis alors, un élément qui moi, me préoccupe, c'est particulièrement les travailleuses sociales qui travaillent dans les milieux d'hébergement, où je pense que là, la situation est d'autant plus critique. C'est des choses, en tout cas, que nous, on peut voir en Belgique par rapport à ce qui se passe. Alors, je parle de l'hébergement, pas simplement en milieu hospitalier, mais aussi, je pense, dans les institutions de ce qu'on appelle l'aide à la jeunesse en Belgique, donc vous, le secteur de la protection de l'enfance, le secteur aussi du handicap, avec notamment des horaires de travail qui sont parfois très importants, avec des fonctionnements très isolés parce qu'on ne veut pas passer d'une unité à l'autre, éventuellement on ne veut pas se contaminer. Et je pense que l'hébergement mériterait en tout cas un regard beaucoup plus aigu parce qu'on voit essentiellement dans votre échantillon que, par exemple, près d'un travailleur, un répondant sur 2 travaille en centre d'action sociale. Les 2 autres questions, c'est une question sur l'horizontalisation des relations. C'est une hypothèse que je fais. C'est qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Alors, c'est une question de prospective, hein, donc ça sera des hypothèses de réponse que vous ferez. Qu'est-ce que cette horizontalisation des rapports de travail va avoir comme impact sur la durée? Et là, je me base sur des travaux de quelqu'un que vous connaissez bien en Bretagne, les travaux d'Yvette Molina, donc, qui montrent que, par exemple, l'introduction des nouvelles méthodes de gestion publique peut entraîner en tout cas des formes de désegmentation professionnelle. Est-ce que cette crise va d'une autre manière que la NGP avoir des conséquences sur la désegmentation des professions du social?
Et est-ce que donc cette forme d'horizontalisation aussi va remettre en cause des formes de verticalité? Et donc, quel impact est-ce que ça va avoir dans les organisations? Ça, c'est des choses qu'il faut observer de près. Et puis, une question dans la poursuite de la recherche. D'abord, est-ce que vous comptez poursuivre cette recherche? Si oui, comment? Avec quelle méthode? Et puis aussi, surtout, et si vous continuez, comment est-ce que vous comptez associer les professionnels à la poursuite de cette recherche, sachant que la démarche initiée par le CRTS aujourd'hui, c'est déjà une forme d'association des professionnels, pardon, comment vous allez les associer sur la durée. Voilà, je vous remercie. Merci de vos retours. Je vais répondre à des questions que vous n'avez pas posées, mais qui ont été dans vos retours, notamment sur cette notion d'humilité ou de pudeur de pas dire ou de pas faire voir. En fait, l'idée aussi de passer par le questionnaire, et vous avez souvent soulevé les notions de différence de questionnaire et versus d'entretien. En fait, l'avantage, moi, c'est ce que je me dis d'un point de vue méthodologique, l'avantage d'être passé par un questionnaire qui était numérique, on a garanti l'anonymat. Là, on est incapable de retracer, on a utilisé des logiciels qui nous permettent, en fait, on ne sait pas qui a répondu, ce serait impossible de savoir qui a répondu où. En fait, on suppose que ça enlève cette notion de désirabilité sociale. Et en fait, c'est peut-être l'apport aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que dans les entretiens ou dans ce qui a été vu sur les forums, etc., il peut y avoir une notion de désirabilité sociale pour faire voir quelque chose. Cette idée, c'était de dire, là, on va essayer de passer par une autre méthode, et le CRTS a appuyé dans ce sens-là pour dire, est-ce qu'on ne peut pas aller observer ça de façon différente? Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que peut-être on a amoindri ce problème-là de désirabilité sociale avec la méthodologie, même si évidemment, on ne peut jamais dire qu'il n'y en a pas. Et sur cette notion de genre, alors j'aime beaucoup, et c'est une position qu'on aurait pu prendre, de féminiser tout le propos, parce que je suis complètement d'accord, on est à 85%, et il y a des auteurs ou des autrices qui utilisent le féminin et qui sortent de la règle grammaticale française. Mais il s'avère quand même que, juste je veux mettre un point, c'est qu'on n'a pas de différence. Voilà, on l'a rentré statistiquement, les hommes et les femmes répondent de la même façon, même si j'entends bien cette notion de double tâche, etc. Et c'est vrai que ça peut être interrogeant, mais les données ne nous permettent, vraiment, c'est plat absolu, il n'y a aucune différence. On a fait des tests de comparaison de moyenne sur tout, on a même on a fait des interactions, etc. Et on n'a aucun effet. Et public-privé, je reviens aussi, ce n'est pas une question que vous posez, mais j'y réponds. Du coup, on n'a pas de différence. Donc, en fait, c'est compliqué de se dire qu'on peut aller voir ça, parce que quand on croise toutes les données, les données ne nous disent pas d'y aller, en fait, parce qu'il n'y a pas de différence. Alors, peut-être que la méthode n'est pas la bonne, et je trouve vos questions toutes très intéressantes, mais vraiment, la commande du CRTS, c'était juste d'abord de faire une photographie d'où on en était. Et je pense qu'en fait, si l'enquête est bien faite et les questions que vous soulevez amènent à se dire qu'il y a des éléments qui sont quand même intéressants, c'est le point de départ de potentiellement beaucoup de choses, mais c'est un peu... Et moi, je trouve que quand la recherche est bien faite, c'est qu'en fait, ça ne répond pas directement à quelque chose, mais ça ouvre une multitude de pistes. C'est un bon point de départ pour plein d'autres choses. Voilà, du coup, je réponds à ce qui n'a pas forcément été posé. Du coup, comme ça, je laisse Valérie répondre aux questions posées. C'est plus facile pour moi. Alors, ouais, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens, mais ça va être difficile, d'autant plus que les questions que vous posez ont des résonances dans les questions-réponses. Donc, voilà, vous me dites quand je ne suis pas claire. Donc, effectivement, hein, sur la question de la différence public-privé et sur la question de la différence par rapport à l'hébergement, c'était ce qui faisait partie de l'exploration et de l'hypothèse que les personnes qui étaient en hébergement avaient vécu différemment les choses. Donc encore une fois, ça ne s'est pas montré à travers les tests statistiques. Et puis, il faut noter que dans l'exploration, par contre, on n'a pas forcément eu les mêmes éléments que vous par rapport à l'hébergement. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Il y a ceux pour lesquels ça a été très difficile par rapport à tout ce que vous dites.
Et puis, il y a ceux pour lesquels ça a été, à l'inverse, vécu comme une espèce de parenthèse enchantée, avec notamment dans les maisons d'enfants, dans certaines maisons d'enfants, des enfants qui n'ont plus la pression scolaire, un rythme de travail différent avec les professionnels, qui, même s'ils ont beaucoup d'heures, finalement, sont plus en continu, et du coup, des situations familiales qui, avec des allers-retours chez les parents, qui s'expliquent par le Covid et non plus par des situations familiales différentes, etc. Et donc quelque chose d'un peu apaisé. Et on a beaucoup de témoignages aussi dans les hébergements, dans les maisons d'enfants qui vont dans ce sens-là, mais également dans des structures d'hébergement pour personnes en situation de handicap, avec des effectifs moindres, parce que certains sont rentrés chez eux. On a vraiment ces deux extrêmes-là. Et du coup, c'est ce qui est intéressant dans le questionnaire, c'est que finalement, ces deux extrêmes qui se perçoivent dans le qualitatif ne se perçoivent plus dans le quantitatif. Et du coup, pour après, Jordi, mais il faudra dire quelque chose du coup des écarts types, parce que ça fait partie des questions qui sont posées. C'est-à-dire qu'on donne une moyenne, mais finalement, est-ce qu'il y a beaucoup d'écarts ou pas beaucoup d'écarts? Je pense qu'on aura quelques éléments là-dessus. Ça amène aussi à repointer cette différence, alors non pas entre qualitatif et quantitatif, mais entre exploratoire et quantitatif. Et je tiens vraiment à le dire parce que on n'est pas allé faire une enquête qualitative où on aurait pensé une grille de questions qu'on serait allé chercher auprès des gens. On est allé recueillir des éléments déjà présents ou dans des conversations informelles, mais des éléments déjà présents et qui donc, comme le disait Jordi tout à l'heure, quand on parle de désirabilité sociale, des gens qui prennent la parole pour revendiquer quelque chose, pour témoigner, mais derrière pour revendiquer quelque chose, et c'était les limites qu'on avait vues dans ce travail exploratoire, c'est qu'on avait finalement deux extrêmes, les professionnels qui tenaient un propos davantage critique des systèmes de management, des politiques sociales, de la non-reconnaissance du travail social, des situations des usagers qui ne sont pas prises en compte, la crise révélant tout ça. Donc le but était de dénoncer cette dimension-là. Et un autre extrême, parfois qui était concomitant, mais pas tant que ça, qui tenait justement à valoriser les travailleurs sociaux. La crise montre que les travailleurs sociaux ont des ressources, sont des professionnels incontournables, etc. Donc on avait ces deux extrêmes, et l'objectif du questionnaire, c'était justement de se dire, quand on se départit de ces prises de parole publiques et parfois revendicatoires, c'est français, mais qu'est-ce qu'il apparaît finalement dans les réponses des professionnels? Et je pense que c'est pour ça que l'exercice qu'on fait aujourd'hui n'est pas évident, parce qu'on vient dire des choses qui sont souvent en contradiction avec ce que les personnes vivent, ressentent. On le voit dans la dynamique des questions-réponses, avec des étonnements sur certaines dimensions. Et effectivement, quand on dit il n'y a pas de différence entre hébergement et non-hébergement, entre public et privé, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, tout ça c'est plutôt surprenant et parfois un peu interpellant. Et on se dit, non, c'est pas vrai, on voudrait montrer autre chose. Nous, tout ce qu'on peut montrer aujourd'hui, c'est les résultats de ce questionnaire. Et du coup, je tiens à dire aussi que dans l'interprétation, on est très prudent. Jordi rappelait, c'est une enquête. Donc, c'est une photo et on ne souhaite pas, on n'a pas les moyens d'aller plus loin dans l'interprétation. Et notamment, ça répond à cette question des capacités d'adaptation. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? On n'a pas les moyens, au travers de l'enquête, de dire ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les professionnels expliquent qu'ils n'ont pas vécu la crise de façon majeure comme quelque chose de bouleversant, et ils ont mis en avant que c'était leur capacité d'adaptation qui leur permettait d'avoir fait face à la crise. C'est la seule dimension qu'on peut donner, mais on n'a pas les moyens, nous, au regard de ce qu'on est allé chercher, de donner une interprétation de cette dimension-là. Voilà. Alors sur la question de l'horizontalité, en fait, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une horizontalisation. L'exploration parlait de cette dimension-là, de tous se retrousser les manches pour faire la même chose dans une institution, etc. Mais ce n'est pas des choses qui ressortent énormément du questionnaire, ou alors je n'ai pas pioché les bons éléments pour pouvoir dire ça. Mais je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait de dire qu'il y a une horizontalisation. Je ne sais pas, Jordi, comment tu reçois ça. Et du coup, je me retrouve un peu démunie pour répondre à est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'elle va s'installer sur la durée? Est-ce qu'il y aura une désegmentation professionnelle? Je n'ai pas le sentiment que le questionnaire témoigne de ça.
Ben, juste pour te répondre sur cette notion d'horizontalité, etc., on a des éléments qui amènent à se poser la question, mais de pouvoir y répondre, non, mais c'est ce que tu rappelais, c'est le questionnaire, on mesure des éléments, et après, aller plus loin, ben, ça demandera d'autres recherches ou des pistes, mais de répondre clairement à cette question au vu de ce qu'on a dans ce questionnaire, moi, je ne serais pas très à l'aise, où ça serait vraiment de l'interprétation des données, et je serais plutôt mal à l'aise là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut... On a des éléments, et dans l'exploratoire et dans le questionnaire, qui peuvent laisser à penser, mais on n'a pas précisément d'éléments ni de segments du questionnaire qui sont dessus. C'est peut-être une suite à donner. Quand vous disiez qu'est-ce qu'on envisage après, on a travaillé pour le CRTS, c'est le CRTS qui est en possession de ça, et je crois que Roland interviendra là-dessus après. C'est lui qui est en possession de où est-ce qu'il a envie d'aller voilà, on pose des choses larges qui ouvrent beaucoup de choses, et ensuite c'est où on peut aller dans plein d'endroits. Donc les suites sont à voir avec le CRTS. Après, ça a effectivement généré, en tout cas pour moi, de la frustration. Hein. J'espérais voir à travers ce questionnaire des dimensions apparaître, et notamment autour de cette question de comment on perçoit la compétence. J'imaginais vraiment que les personnes qui s'appuyaient sur leur savoir-être allaient dire majoritairement qu'ils s'étaient sentis plus à l'aise pour faire face à la crise que ceux qui se disaient s'appuyer principalement sur leur savoir-faire. J'imaginais que ceux qui se disaient davantage soutenus par l'institution s'étaient sentis plus en difficulté. Et c'était dans l'exploration des personnes qui travaillent dans des institutions très cadrées avec des protocoles. Ils disaient au début, il n'y avait pas de protocole, je ne savais pas quoi faire. Et puis je me suis souvenu que j'avais les compétences finalement et que je pouvais travailler par moi-même. Donc j'imaginais plein de différences. Et puis voilà, je leur dis, je faisais des traitements statistiques et ils me disaient, bah non, en fait, c'est des différences qui n'opèrent pas. Donc effectivement, après, je pense qu'il y a des fils qu'il faudra tirer. Mais du coup, de pouvoir aller creuser sur des choses que là, on n'a pas forcément. Voilà, je ne sais pas dans la suite si on commence à répondre aux questions du fil ou si... Moi, je vous propose de prendre les questions qui arrivent. D'accord, J'en ai noté quelques-unes. Mais... Je vous propose de démarrer tout d'abord sur un groupe de questions qui porte sur les résultats et la méthode. Alors, sans rentrer forcément dans tous les détails, parce qu'il y a des questions aussi sur d'autres pistes qui seront intéressantes à creuser. Donc, très rapidement, sur le questionnaire et donc la cible les professionnels qui ont répondu, j'ai une remarque qui est la suivante. N'oublions pas que la Bretagne n'était pas trop impactée lors du premier confinement. Je pense que les travailleurs sociaux dans le Grand Est ont dû être plus impactés dans leur pratique professionnelle. Bah, je peux répondre en fait là-dessus, c'est que en fait on n'a pas de différence entre les répondants bretons et les répondants ailleurs en France. Alors on n'a pas détaillé tous les départements, etc. Mais en fait c'est identique statistiquement. On a agrégé ces données, sinon on les aurait séparées. Mais là, en fait, on n'a aucune différence. C'est sûr que la Bretagne a été moins impactée, mais en fait, ça ne change pas la façon de répondre des gens, qu'ils soient du Grand Est, parce qu'on a beaucoup du Grand Est, je crois, et autour de Bordeaux. Mais en fait, on n'a pas de différence, qu'ils soient bretons ou non. Et donc, préciser aussi que le questionnaire a été diffusé largement au niveau national. On a relayé... on a fait relayer tout ce questionnaire pour essayer justement d'avoir une vue globale d'ensemble et de toucher en fait les travailleurs sociaux en France et non pas plutôt une zone géographique. Peut-être une explication. Non, peut-être une explication de Jordi sur la question comme on est dans la méthode, hein, sur la question des moyennes et des écarts types, peut-être pour expliquer ce que sont ces chiffres et le peu d'écarts types. Peut-être avant, juste pendant que tu te prépares à ça, dire qu'il y a une question qui dit pourquoi vous avez interrogé les gens sur le télétravail alors que les travailleurs sociaux sont sur le terrain. Alors, avant de les interroger sur le télétravail, on leur a demandé s'ils avaient expérimenté le travail à distance. Et donc, il y a 70% de personnes qui, à ce moment-là du questionnaire, ont dit oui, on a expérimenté le travail à distance. Et donc, il y a uniquement
ces professionnels-là qui ont répondu à ces questions. Mais du coup, 70% ont été concernés. Donc, même si c'était des petites parties de travail à distance dans leur activité générale, 70% de professionnels qui ont connu ça. Et donc, ça fait environ 300 personnes qui ont répondu sur ces questions spécifiques. Et sur la méthodologie, alors je vais pas, parce que souvent mes collègues ou quand j'interviens, ils font des gros yeux. En fait, c'est vraiment chaque personne a répondu, donc chaque personne a eu un score. Sachant qu'il n'y a pas de différence, on a moyenné tous les scores et ensuite on a des écarts types. Les écarts types, on ne les a pas présentés parce que ça amène à confusion en fait, mais on voit que les écarts types sont plutôt contenus, c'est-à-dire que on vous présente les résultats. Ensuite, on a testé les distributions, mais là, je vais être trop technique. Mais les moyennes représentent bien ce que disent les gens et les écarts sont plutôt faibles autour de cette moyenne. Donc, la moyenne, on peut l'interpréter. Si on vous a présenté des moyennes, on s'est assuré que les moyennes étaient interprétables et étaient significatives. Ok, merci à vous deux. Je propose maintenant de lire 3 questions que j'ai regroupées auprès des publics auprès desquels les travailleurs sociaux interviennent. Donc, je les groupe volontairement parce qu'on ne va pas pouvoir répondre de façon individuelle à chaque question, mais c'est vraiment pour parler des cibles et du point de vue des usagers que je regroupe ces questions. Alors, tout d'abord, une question, la personne s'est identifiée, Alexis Pont, chef de service MEX. Je n'ai peut-être pas vu, mais sur les questionnaires, y a-t-il eu une proportion entre les travailleurs sociaux qui travaillent avec les usagers accueillis en établissement et ceux qui travaillent hors les murs? En effet, je me demande si ces paramètres ne seraient pas différents s'ils sont vus à travers ce prisme-là, notamment sur la modification des rapports avec les usagers et l'adaptation des pratiques qui, et je rejoins M. Gaspard, peut poser la question sur une forme de pesanteur pour les travailleurs sociaux dans l'accompagnement des usagers. La remarque suivante, vous êtes passé vite sur les fonctions internat milieu ouvert. Avez-vous des éclairages spécifiques sur les éducateurs ou autres intervenants en MEX en présentiel public? Un autre constat, j'ai l'impression que l'enquête est davantage centrée sur les travailleurs sociaux que sur les usagers. Travaillant sur un quartier prioritaire, donc en milieu ouvert, je trouve que cette crise sanitaire a surtout accentué le non-recours aux droits. Il aurait été intéressant de connaître les moyens mis en place pour le repérage d'usagers en grande précarité. Oui, bon, du coup, on va se répéter un peu, hein, mais effectivement, le questionnaire est centré sur les professionnels. Oui. Ça, c'était vraiment le parti pris. Alors, d'une part, parce que c'est la mission du CRTS, hein, Roland le dira peut-être, mais de regrouper les professionnels du travail social, mais aussi et surtout parce que d'autres enquêtes se font parallèlement sur les effets du Covid sur la relation professionnelle-usager en interrogeant les usagers. Donc, encore une fois, dans cette dimension de ne pas faire une enquête de plus, l'idée, c'était de se dire où est-ce que les autres enquêtes ne vont pas et où est-ce que nous, on peut apporter un éclairage spécifique. Donc, voilà, il y a d'autres choses qui vont venir et qui viendront interroger la perception des usagers et les perceptions croisées professionnels usagers. On n'est pas allé sur cette dimension-là. Voilà pour répondre à ça. Et après, pour répondre à la question des types d'accompagnement, encore une fois, pas de différence, ni milieu ouvert, ni internat, ni externat. Il n'y a pas de différence majeure dans la façon de répondre des professionnels par rapport à là où ils travaillent, par rapport aux typologies de public, par rapport à la taille de leur structure. Enfin, voilà. Tout ça, c'est même pas qu'il n'y a pas de différence majeure, c'est qu'il n'y a pas de différence en fait. Non, mais c'est important, c'est-à-dire que les scores peuvent légèrement varier, mais en fait, statistiquement, ils sont pas différents. Donc, c'est pas qu'on a oublié des pans. Après, vous pourrez faire des croisements ou des réflexions en ayant le rapport complet,
mais sachant qu'il y avait 155 réponses et ça a été des discussions avec le CRTS, il fallait qu'on cible certains éléments. Mais en fait, si on n'a pas séparé les éléments, c'est que statistiquement, on n'a pas le droit, entre guillemets, de le faire. Donc, on a vraiment présenté de façon agrégée les données et il n'y a pas de différence. J'ai vraiment tout rentré dans la machine. Il n'y a aucune différence qui ressort. Et j'ai contrôlé les distributions. Donc, c'est assez surprenant, je l'entends bien, et surtout si vous êtes sur le terrain et vous avez vu des situations. Mais en fait, la façon de travailler par ces moyennes va de fait gommer quelques extrêmes, et ce qui veut dire que si la moyenne a du sens, il y a peu d'extrêmes, puisque chacun se regroupe autour de la moyenne. Donc, ça nous amène à dire que ces différences dans le questionnaire, puisque je reste que le questionnaire ne montre que ce que montre le questionnaire, il n'y a pas de différence. Sur le terrain, vous pouvez voir des choses, c'est pas aberrant pour nous, en fait, c'est cette notion, mais dans le questionnaire, on ne fait pas de focus parce qu'on ne peut pas le faire, en fait. Juste une remarque à l'instant d'une personne qui pilote une recherche nationale à partir du 63, journaux de bord de professionnels du social et du médico-social tenus pendant le premier confinement et jusqu'à l'été, donc au cœur de la crise, dont il n'est pas étonnant que nos résultats intermédiaires sont très différents des vôtres, avec des contenus évoluant beaucoup au fil des périodes et très différents selon zone rouge, verte. Cela interroge la méthode, mais aussi le besoin ultérieur de tenir un discours rassurant, valorisant. Surtout, en fait, c'était le problème tout de suite de l'enquête du CRTS, c'est qu'on n'a pas de temps zéro, en fait. On mesure quelque chose, par exemple le télétravail ou comment il se situe dans la profession, mais on n'a pas un temps zéro. On mesure, après une crise, ce qui se passe. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas le comparer à un temps zéro, puisqu'il faudrait, par exemple, que ce questionnaire ou une autre forme de questionnaire, en fait, il soit répété régulièrement pour voir si ça évolue. Et là, on pourrait tirer plus de conclusions. Là, c'était une première et on n'a pas trouvé d'éléments qui ont été faits de façon quantitative pour voir si on pouvait avoir des évolutions. Mais du coup, c'est important de dire, on n'a pas de temps zéro, en fait. Donc, c'est aussi, on a vraiment à un instant, ce qu'on dit est vrai dans la semaine où on l'a interrogé, en fait. Après, qu'il y ait une évolution avec le temps, s'il y a des tableaux de bord, etc. Donc, c'est une autre façon de travailler. Et du coup, oui, je rejoins, c'est pas aberrant qu'on ait des choses complètement différentes. Donc là, on l'a vu, hein, la distance n'a pas eu d'impact significatif dans la relation travailleur social-usager. Alors, deux questions. Pouvons-nous penser que l'institution a rassuré pendant cette période ? Deuxième question, il me semble que c'est le maintien du lien qui était essentiel pour les personnes accompagnées. Donc voilà, est-ce que l'institution a porté ces travailleurs sociaux? Est-ce que ça se voit dans les résultats de l'enquête? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Mais je pense qu'on l'a mis sur le diaporama. Oui, mais les travailleurs sociaux disent que oui, que ce qui a été mis en place, objectivement, oui, ils sont plutôt satisfaits de ce qui a été mis, que les institutions leur ont donné, a priori, les moyens de travailler. C'est ce qui est ressenti. Après, je reste que c'est ce qu'ils disent. Aller plus dans le détail, en fait, du moment où on n'a pas clairement posé la question et que le croisement des données ne nous permet pas forcément d'aller plus loin, c'est compliqué. Là, ça sera plus un avis qu'on va donner et qui sera beaucoup moins scientifique que ce qu'on a apporté jusqu'à maintenant. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Peut-être que Valérie en a un autre. Mais voilà, juste, on peut dire qu'il déclare que oui. Et je reste, et je rebondis sur ce que disait Jean-François Gaspard. Il y a sur la méthodologie. On a essayé par cette méthodologie, et c'est important dans les commentaires qui ont été dits avant, de vraiment cette désirabilité sociale. Je pense que c'est important puisque c'est l'enjeu même du métier. Je ne dis pas que le questionnaire, c'est forcément la meilleure méthode toujours, mais c'était un moyen d'essayer de gommer cette notion de désirabilité sociale, puisqu'on ne laissait pas avoir auprès ou de ce collègue ou de sa hiérarchie des éléments compensés. Et en fait, on peut dire
vous n'avez pas mis de moyens et derrière répondre au questionnaire, faire si en fait ça va. Mais en fait, il y a des enjeux qui sont différents. Il peut y avoir des enjeux politiques et du métier qui sont tout à fait entendables. Quand les gens disent qu'ils sont satisfaits, ils sont satisfaits, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Ce n'est pas un absolu en fait. Voilà, c'est ce qui peut aussi. Après, le problème, c'est qu'on doit toujours aller vite. Donc, voilà, c'est important de toujours prendre aussi ces notions-là. J'ai une question précise de Jacques Bergeret, qui est délégué CNAEST Grand Est, sur la place des intervenants à domicile dans l'enquête. Il me semble que dans les invisibles du travail social, il y a des milliers de personnes qui travaillent dans le travail social à domicile, très exposées au Covid-19, du fait aussi de leur générosité à s'occuper d'autrui et qui sont très isolées. Donc vraisemblablement n'ont pas été en capacité de connaître eux-mêmes et donc de répondre à une telle enquête par questionnaire. Alors, on a très exactement 7,5%. On avait posé explicitement cette question du travail à domicile pour ne pas oublier ces acteurs, justement, parce qu'on a bien en tête que dans le panorama du travail social, parfois on les oublie et on s'est dit, finalement, pour eux, il n'y a pas eu un changement majeur, ils travaillent déjà à domicile, donc comment ne pas les oublier? Donc, on a une question spécifique là-dessus. Et on a 42 répondants, donc 7,5%. Donc, c'est pas majeur, on ne peut pas dire que c'est oublié. Et peut-être j'ai envie, statistiquement, d'expliquer en quoi déjà sur un chiffre comme ça, on peut en faire quelque chose. Je sais pas. Ensuite, en fait, on a fait des statistiques inférentielles, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, parce que je pense que même certaines personnes, et je pense que c'est un bon exemple, on a comparé le sexe et on peut se dire, bah oui, mais en fait, vu le nombre d'hommes et vu le nombre de femmes, on ne peut pas comparer. Mais vu qu'en fait, on est dans la norme, en fait, on peut comparer ces chiffres. Et en fait, au vu de la quantité d'hommes qui ont répondu, c'est suffisant pour pouvoir faire les tests statistiques. Donc, en fait, les différences peuvent être importantes. Et là, je reviens sur les 42, au vu de l'échantillon et des éléments, on peut, eux non plus, se différencient pas sur les réponses, puisqu'on l'a testé. Moi, je propose par rapport à l'ensemble de ces questions de passer la parole à Roland et à Jean-François pour qu'ils puissent aussi nous réagir sur les questions qui ont été posées. Je laisse Jean-François peut-être intervenir en premier, puis je conclurai après. D'accord. Non, moi, je voudrais revenir sur deux choses. Je voudrais vraiment réinsister, puisque là, on a plus fait vraiment sur la richesse de toute une série d'éléments qui ont été pointés et qui donnent à réfléchir. Voilà. Et souvent, le problème en travail social, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est très difficile de pouvoir définir ce qu'est le travail social. Alors, on a des espèces de définitions qui sont toutes faites, mais je pense que personne n'en est jamais satisfait. Et donc, c'est par des moyens d'enquête, par de l'observation, par de l'entretien, par du questionnaire, c'est essayer de voir vraiment ce que font et ce que sont les travailleurs sociaux. Je pense ici clairement l'enquête nous donne des pistes. Voilà. Après, on peut les discuter parce que c'est vrai que cette enquête par questionnaire, Jordi est tout à fait clair là-dessus. Elle a été faite en octobre, elle aurait été faite en avril, en plein dans la crise, les résultats n'auraient pas été les mêmes. On les ferait aujourd'hui où, soi-disant, le moral de tout le monde n'est pas bon, on n'aurait peut-être pas les mêmes choses. Donc, par rapport à ça, ça donne des indications. Par contre, on voit bien, d'une certaine manière, que ces éléments-là, ils croisent toute une série d'éléments qu'on voit dans d'autres enquêtes. Alors, parfois, il les précise et ne précise pas. Ben, voilà, sur l'hébergement, ça ne confirme pas. Ben, c'est peut-être une des failles aussi, tout à fait clairement, dans un questionnaire sur les travailleurs sociaux. Il y a plusieurs recherches qui le montrent. Les questionnaires sur les travailleurs sociaux ne montrent quasi, en tout cas sur les professionnels, ne montrent quasi jamais de différence entre les hommes ou les femmes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les travailleurs sociaux ont des dispositions qui sont tout à fait ajustées aux dispositions genrées féminines qui sont présentes dans le secteur du travail social. Donc, qu'on ne voit pas, par exemple, de différence entre les hommes et les femmes dans un questionnaire, c'est pas... voilà, moi,
Ça ne me paraît pas bizarre, loin de là. Par contre, sur la différence hébergement, paye d'hébergement, mais il y a peut-être des explications que je ne connais pas. Et c'est donc là, c'est intéressant parce que ça ouvre de nouvelles voies. Mais si demain, on fait un minimum d'observation, on va voir des différences entre les hommes et les femmes. Donc, par une autre méthode d'enquête, on va voir des différences. Voilà, ça précise simplement ça. Mais je voudrais vraiment bien insister sur la richesse de cette réflexion et les pistes que ça ouvre. Et puis là, des discussions, j'entends qu'il y a toute une série de recherches qui se font, qu'elles soient publiées, enfin, qu'on œuvre à publier ces recherches parce que ça en vaut la peine, quoi, parce que il y a vraiment un enjeu de sortir de cette invisibilité, de cette inaudibilité. Voilà. Et ce n'est pas que des enjeux catégoriels, il y a des enjeux sociaux parce que, bien évidemment, je le disais, parce que cette recherche et les préoccupations de ces travailleurs sociaux, ils sont toujours indexés sur des préoccupations vis-à-vis de ceux qui vivent ces problématiques. Je vous passe la parole, Roland. Merci. En fait, je voulais peut-être repréciser comment le CRTS a envisagé cette enquête. Ça a été suffisamment dit, Valérie et Jordi l'ont dit, c'était de ne pas faire une enquête de plus. Vraiment, nous vivons cette enquête comme une contribution qui n'a pas plus de valeur que d'être une contribution parmi d'autres à l'ensemble des débats qui sont ouverts dans la situation de crise sanitaire que nous connaissons. Et c'est pas le pas de côté un peu de cette contribution, c'est de ne pas avoir voulu tout traiter, puisque j'ai vu dans les questions notamment qui sont posées dans questions et réponses là, de dire mais pourquoi, par exemple, certains savent que c'est une question qui me tient à cœur, pourquoi la parole des usagers n'est pas prise en compte dans cette enquête? Parce que nous avons décidé de la centrer sur les professionnels du travail social, sachant qu'ensuite, on pourra travailler à confronter cette parole-là à la subjectivité d'autres groupes. Je situais tout à l'heure les groupes de salariés organisés dans les syndicats, les groupes d'usagers, de bénéficiaires, de personnes accompagnées ou de personnes concernées par le travail social. Donc, c'est important de dire que c'est juste une contribution qui ne prétend pas en plus dire la réalité de la situation, mais un point de vue, un vécu des travailleurs sociaux, c'est-à-dire que c'est une enquête qui porte sur la subjectivité. Là où c'est difficile peut-être, c'est qu'effectivement, on a appliqué une méthode d'analyse statistique, donc quantitative, pour essayer de capter une subjectivité. Et ça, dans notre culture du travail social, on n'est pas vraiment habitué à ce genre de gymnastique. Et je trouve que là, Jordi et Valérie nous ont vraiment aidés. Enfin, ils m'ont même, moi, accompagné à essayer de comprendre des chiffres qui me paraissaient parfois un peu abscons. Et je trouve que c'est intéressant, cette entrée par le quantitatif pour essayer de percevoir quelque chose. Entrée par le quantitatif, vous l'avez remarqué, j'espère, le sérieux avec lequel c'est fait au plan de la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on est en mesure de dire sur quoi méthodologiquement s'appuient les données qui sont produites. Cette approche quantitative, je le redis, elle ne portait pas, là aussi c'est pour répondre peut-être à certaines questions qui ont été évoquées, elle ne répondait pas à analyser les dispositifs. Elle analyse le vécu relationnel des professionnels indépendamment des supports qu'ils ont utilisés, ou relativement indépendamment des supports qu'ils utilisaient. Cette approche quantitative, qui permet en fait un certain nombre de recoupements avec d'autres enquêtes et qui permettent sans doute des recoupements à l'intérieur même des chiffres que l'on a eus, qu'on n'a pas pu tout traiter aujourd'hui, mais vous aurez le rapport qui, je le redis, sera mis en ligne dans les semaines qui viennent, dès qu'on aura fini sa mise en forme, et notamment qu'on aura tenu compte aussi des questions là, qui ont été posées aujourd'hui, qui peuvent amener quelques compléments tout à fait utiles, même parce que, je le redis, toutes les questions n'ont pas été reformulées par Véronique, mais nous les avons et nous pourrons les prendre en compte. Cette approche quantitative, donc, elle va maintenant rebondir sur une démarche plus qualitative, c'est-à-dire où on va mettre en débat ces conclusions, je l'ai dit, les mettre en débat avec un certain nombre de personnes,
mettre en débat sur la Bretagne, dans le cadre de l'installation des comités locaux du travail social aussi, de pouvoir mettre en débat ces indications-là, ces données-là, et de pouvoir en discuter pour voir ce que nous en faisons, de pouvoir donc creuser les questions et aller plus loin dans une façon d'en discuter entre nous. Mettre en débat aussi, parce que je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais il y a une saisine du CRTS qui est en cours, qui s'intitule Parcours de santé, articulation du sanitaire et du social. Cette saisine-là a été arrêtée par la crise, par la Covid-19, et elle va reprendre son travail dès le mois de janvier prochain. Mais il me semble, vous comprenez bien la thématique, parcours de santé, articulation sanitaire et sociale, vous comprenez bien que ce que nous venons de vivre depuis le mois de février dernier va sensiblement modifier la façon de travailler sur ce groupe de travail qui est en place et qui travaille déjà, qui a déjà produit un certain nombre de choses. Donc, on voit bien que finalement, il va y avoir une véritable ouverture des travaux du CRTS à partir de cette enquête, à partir de la façon dont on va la confronter, l'articuler avec d'autres approches et la façon dont elle va alimenter des questions assez fondamentales qui sont au cœur même de la mission du CRTS sur finalement ce travail social. Jean-François Gaspard l'a dit, qu'on n'arrive pas à qualifier, qu'on n'arrive pas à décrire, qu'on n'arrive pas à mettre en récit ce travail social qui demande justement à être travaillé, mis au travail, et c'est vraiment l'ambition que poursuit le CRTS. Merci Roland. Très rapidement, je tiens à remercier l'ensemble des participants et leur contribution active à ce webinaire. Juste un point qu'on n'a pas évoqué, Véronique, mais peut-être que tu peux en parler, c'est la question de l'enregistrement, puisque plusieurs personnes nous ont demandé si l'enregistrement serait mis à disposition. Oui, alors, nous avons enregistré donc ce webinaire pour recueillir toute cette matière qui va, comme Roland vous l'a expliqué, servir la suite des travaux du CRTS. Donc, le webinaire ne sera pas mis en ligne tel quel. Nous allons le retravailler. Donc, nous vous tiendrons informés du temps dont on va avoir besoin pour produire un support de qualité. Aujourd'hui, le support visuel sera en ligne. Le rapport de l'enquête sera mis en ligne dans les semaines qui viennent et le webinaire retravaillé va l'être également. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des participants pour leur contribution active à ce webinaire. Nous conservons précieusement toutes vos questions et toutes les pistes que vous proposez. Le CRTS de Bretagne, qui est à l'initiative et commanditaire de ce travail de recherche. Ascoria et l'ITES pour la mise à disposition de son personnel. Les intervenants de ce webinaire, Valérie Janson, Jordi Stéphan. Et un grand merci pour la qualité de leur travail et de leur enquête, puisqu'ils ont réussi à nous transmettre des données chiffrées. Et c'était un gros travail de médiation qu'on a pu voir évoluer dans la préparation de ce rendez-vous. Grand merci également à Jean-François Gaspard et Roland Janvier pour leur participation à la construction de ce rendez-vous régional du travail social. Je remercie Yvette Molina et Fabrice Coureau et Patrick Coupé pour la mise en œuvre technique de ce webinaire. Je vous souhaite une belle journée.